Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Tu sais, quand tu fais ce que tu dois faire, effectivement, tout est tellement plus simple. Et ça, je l'ai vraiment senti dans cette partie de ma vingtaine, tu vois, quand j'ai commencé à faire le métier que j'aimais, quand j'ai senti, mais en fait, c'est ça. Parce que pendant des années, toute la question que je me posais, c'était toujours qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? C'était vraiment la question lancinante. J'étais avec un mec qui était un mec super, mais clairement pas le mec avec qui je devais être. Donc en fait, toute ma vie était un peu, j'ai envie de dire, branlante, tu vois, ça tenait pas vraiment droit. Et donc, peu à peu, tu corriges. Tu trouves le métier que tu veux faire, tu t'entoures de quelqu'un avec qui t'es bien, tu trouves un lieu où t'es heureux et en fait tout imbrique, tout est plus facile. Très heureuse de recevoir aujourd'hui la merveilleuse Maud Ventura, autrice du roman Mon mari, paru en 2021, écoulé à 400 000 exemplaires en France, traduit dans 15 langues et salué par Oprah elle-même, tout simplement. Maud vient de sortir son second roman célèbre qui est complètement fou. Vraiment, il m'a rendu zinzin pendant plusieurs semaines. Il raconte l'histoire de Cléo, une jeune chanteuse obsédée par la célébrité et surtout prête à tout pour devenir une légende de la musique. C'est très très bien écrit, c'est malin et surtout ça met en exergue, en les poussant à l'extrême, plein de vices qu'on a tous sans oser se l'avouer. J'avais énormément de questions sur le roman et sur son écriture, donc on s'est posé avec Maud dans les bureaux des éditions de l'Iconoclaste pour parler de plein de choses, de pourquoi le thème de la célébrité et de tous les questionnements philosophiques qu'il y a sous ce thème qui peut paraître pourtant superficiel au premier abord, de l'écriture et des doutes qui vont avec, de l'importance de faire peu mais bien, de se sentir à sa place, d'essayer de trouver les excuses extérieures à quand on est déçu de soi et du fait qu'en relisant des trucs qu'on a écrits il y a 10 ou 15 ans, eh bien, on réalise qu'on n'a pas changé et qu'on n'a vraiment rien appris. J'espère que ça vous plaira. Il y a un truc que je trouve trop fou, donc célèbre, je l'ai lu il y a 6 mois, parce qu'on est chez le même éditeur et donc j'ai pu l'avoir avant. Et puis là, je l'ai relu. Et il y a un truc que je trouve fou, c'est qu'il est sorti donc le 22 août. Et le 23 août, il y a eu l'album de Sabrina Carpenter qui est sorti. Et pour moi, les deux événements sont indissociables. Et pour moi, c'est elle. Et d'une ampleur égale. D'une ampleur On peut le dire. absolument égale. Absolument. Pour moi, c'est elle. Oui, c'est vrai que c'est très Sabrina Carpenter. Et en même temps, elle n'est pas citée dans le roman. Mais elle n'était pas encore si... Exactement. Ouais. Et ça me pose la question dans ce genre de livre très actuel, où je cite effectivement des stars, est-ce qu'il ne va pas vieillir trop vite ? Et notamment, à un moment, je fais la liste de toutes les pop stars, et Sabrina n'est pas encore là, parce qu'à l'époque où je l'ai écrit, Sabrina n'était pas encore la nouvelle pop star. Il y a Tate McRae, mais pas encore Sabrina Carpenter. Ouais, moi j'ai halluciné, du coup il y a 2-3 jours j'ai regardé un peu ce qu'elle avait fait avant et je ne savais pas qu'elle avait fait autant de choses. Moi je croyais qu'elle débarquait en mode salut, j'ai fait un truc à marcher sur TikTok, maintenant je suis une star. Pas du tout. Mais c'est ça qui est incroyable avec la fabrique de la célébrité, c'est je vais devenire célèbre du jour au lendemain, mais ça fait 10 ans que je travaille pour devenir célèbre du jour au lendemain. Et si la clé c'était le travail finalement, waouh. Allez, les gens qui travaillent. Ouais, non, pour moi du coup c'est elle. J'ai trouvé ça trop fou comme coïncidence, ça sorte quasi en même temps. T'as quel rapport au doute, toi? On attaque direct. Allons-y, un rapport très, très profond, très charnel. Je pense que c'est un des mots qui me caractérise le plus. Je doute beaucoup, tout le temps, de tout. Souvent, quand on me demande c'est quoi ta faiblesse, ton défaut, en fait, c'est le doute. C'est-à-dire que je doute. Mais c'est un doute mêlé d'angoisse, mêlé de remise en question. Enfin, le doute est omniprésent. Ok, mais est-ce que c'est pas très contradictoire avec le fait de faire des projets long terme où tu n'as un retour que quand c'est terminé ? C'est hyper compliqué parce que je doute et en même temps je doute pas. Il va être compliqué cet épisode. Beaucoup de doutes et beaucoup de remises en question et en même temps effectivement avoir ce sentiment en soi je pense que je fais bien de travailler sur ce roman pendant 3 ans, pendant 4 ans pour mon premier roman, alors que c'est pas trop rationnel de faire les choses comme ça. Donc oui, en fait,
quelques certitudes dans un océan de doute. On est mal barré. Et est-ce que, avec le succès du premier, t'avais plus de certitudes ou est-ce que justement t'as flippé plus parce qu'il y avait plus d'attentes? Non, je pense que j'étais quand même plus en confiance. C'est facile d'idéaliser l'écriture du premier, mais quand je m'y replonge, j'avais pas d'éditeur. Rationnellement, aucune donnée m'indiquait que je serais publiée un jour, donc j'écrivais en me disant allez, essaie toujours, mais vraisemblablement tu ne seras jamais publié, ou en tout cas pas pour celui-ci. Donc quand j'ai écrit Mon mari, je me suis dit bon, allez, je m'accroche, il va être refusé par tous les éditeurs comme convenu, mais ensuite j'en écrirai un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc quelque part, sa publication et le succès qu'a connu ce roman m'a quand même, ça m'a apaisé, ça a pansé pas mal de plaies et ça m'a donné confiance. Donc j'étais un peu plus en confiance pour l'écriture de Célèbre. C'était pas non plus l'autoroute de la facilité, mais j'étais peut-être un peu plus sûre de moi. En quoi ça a pansé des plaies? Parce que ça a rétrospectivement validé et justifié des choix de vie que je faisais depuis 5 ans et qui étaient totalement irrationnels. Et notamment le fait qu'après mes études, j'ai toujours travaillé plus ou moins à mi-temps pour pouvoir écrire, mais je n'avais pas d'éditeur et personne ne m'avait jamais lu. Ouais, personne t'attendait, quoi. Personne ne m'attendait du tout. Donc, pour le coup, on parlait de doute et de confiance. Là, il fallait un petit moment d'orgueil et de confiance en soi en disant « Mais si, ça a du sens, allez, crois en toi », alors même que, franchement, personne ne t'attend. Et donc, quand rétrospectivement, ton livre est effectivement publié et qu'en plus, miracle, il connaît du succès, quelque part, tu te dis, j'avais raison de m'accrocher. Heureusement que je me suis accrochée. Et je repense à toutes ces soirées de doute existentiel et de vide profond. Et ça me console un peu rétrospectivement. Mais comment on fait justement pour s'accrocher à un truc, genre, j'ai l'impression que moi, dans mes projets qui sont soit des commandes, soit des trucs qui sont sur les rails, qui vont être faits, j'ai déjà du mal, quand c'est du long terme, à me lever le matin et à me dire que là, ce que je fais, ces 3 heures-là, ces 5 heures-là, ça va servir à quelque chose, être une petite pierre. Mais si en plus, personne ne t'attend, quid? Quid les soirées de doute. Et j'ai vraiment une vision très claire. Je ne sais pas pourquoi cette scène, j'y repense souvent. Je suis dans un appartement dans le 14e arrondissement, dans lequel je vis avec mon petit ami de l'époque, et j'écoute Les gens qui doutent. Babe, un très bon podcast que je vous recommande. Un épisode avec Adeline Dieudonné, qui raconte l'écriture de son premier roman, La vraie vie. Et donc, comment on fait? On s'accroche à la lumière au bout du tunnel. On écoute des interviews, notamment d'auteurs, qui racontent leur début, et on se dit... Et pourquoi pas moi aussi? Et on s'accroche comme on peut. Et on s'accroche. On s'accroche, mais c'est pour ça que c'est facile d'idéaliser l'écriture du premier, parce que c'est aussi beaucoup de liberté de ne pas avoir d'éditeur. Et c'est facile de dire « Ah oui, mais le deuxième, il y a de la pression, c'est beaucoup plus dur à écrire un deuxième roman ». Oui, c'est aussi très confortable d'avoir 2 éditrices qui sont prêtes à te lire, qui te disent « Envoie-moi un chapitre, un mot, je te relis dans la minute ». C'est quand même très confortable aussi. Mais oui, il faut s'accrocher et ça n'a aucun sens. Moi, j'avais un prof qui m'avait dit en secondaire, écrire, c'est le plaisir principal, après être lu, c'est du bonus. Toi, est-ce que tu trouves que c'est vrai? Oui, je suis assez d'accord. En tout cas, le plaisir que j'ai à écrire est en tout cas une boussole quand j'écris. Ça, c'est encore plus vrai dans l'écriture du deuxième. Après Mon mari, j'ai commencé un premier manuscrit que j'ai abandonné au bout de 20 pages. Je te raconterai en off. Okay. Peut-être qu'un jour, je le reprendrai, mais peut-être pas. Après, j'ai une idée mais géniale d'histoire incroyable et puis j'ai abandonné au bout de 50 pages. Et en fait, ma boussole... Attends, pourquoi t'abandonnes une idée géniale? Parce que je n'y arrive pas et parce que ça m'enquiquine, pour ne pas dire autre chose, de l'écrire. Et encore une fois, j'ai une scène qui me vient. Je pars en vacances écriture pendant 1 semaine avec ma copine Zoé. On loue un super Airbnb près de Fontainebleau pour écrire. Et je travaille à ce projet de roman à ce moment-là. Et vraiment, je me lève le matin et je me dis « Bon, on se fait un petit thé ?» Elle fait « Ok ». Puis elle se met à travailler. Je travaille à peu près 17 minutes. Et là, je suis en mode «
on va faire une petite balade à Fontainebleau. Et elle dit, mais ça te ressemble tellement pas. C'est pas du tout dans mon tempérament. Je suis plutôt du genre à mettre mes écouteurs, à faire, allez, ciao, on se voit dans 8 heures. Et à me plonger dans ce que je fais. Et je me mettais à ce projet très, très bien en théorie. Mais en fait, ça me gonflait. Et au bout d'une demi-heure, j'avais envie de faire tout sauf ça, d'aller me balader. Et donc, le plaisir que je prends à écrire est quand même un bon indicateur. Et quand j'ai commencé Célèbre, c'était un été. Et je tournais autour de ce thème, mais je me disais, quand même, rationnellement, je vais pas écrire un deuxième roman sur une pop star. Enfin, c'est pas sérieux, je ne peux pas faire ça. Je vais pas me tirer une balle dans le pied à ce point-là. En vrai, tu t'es dit que t'allais écrire un premier roman juste sur une femme qui aime son mari. Moi, je trouve ça très cohérent. Mais rétrospectivement, maintenant, je me dis, mais évidemment. Mais sur le coup, je me dis, c'est quand même pas très sérieux. C'est pas. Enfin, je te raconterai la jeunesse de ce livre, mais je me suis dit, je peux pas partir. Tu peux pas le faire là. Ouais, je te okay. Eh ben, vas-y, maintenant. Je me dis, je vais partir. C'était un truc chelou que t'allais dire en off. Non, bah oui, ça va être du off-on, mais j'étais un peu obsédée par le triangle amoureux de Justin Bieber, Selena Gomez. Bon, bah voilà. Ah, bah voilà. Donc, Fanny, zone de non-jugement. Non, mais je m'attendais tellement pas à ça. Waouh. Okay. Et donc, j'ai été fascinée par ce triangle amoureux. Et je regardais des vidéos YouTube pendant des heures qui décortiquaient. C'était il y a 3 ans. Hein. Maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Grandi. Non, c'est que maintenant, ils ont eu un bébé il n'y a pas longtemps. On n'est plus dans ce moment-là. Maintenant, on est obligé d'être Team Hailey. Exactement. On s'est rendu compte de plein de choses, que c'était Justin le problème, etc. Mais bon, à l'époque, on n'en était pas là, d'accord ? Et j'étais un peu fascinée par cette histoire. Et j'avais hyper honte de regarder ces vidéos YouTube, franchement honteuses. Et mon point de départ, je me disais, mais comment je peux adorer Annie Ernaux, la littérature et la philosophie, et en même temps être fascinée par Justin Bieber et son triangle amoureux. Et je me suis dit, il y a peut-être un sujet. En général, quand je me dis, faudrait pas que je pense ça, mais je le pense un peu quand même, genre, il faudrait pas que je fouille dans le téléphone de mon mec, mais je le fais un peu quand même, je me dis que c'est un sujet, et ça donne mon mari. Et donc, pour Célèbre, le point de départ, c'était aussi ça. Je me dis, mais ça n'a aucun sens, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas intelligent. Et donc, je ne vais raisonnablement pas écrire un deuxième roman qui a pour point de départ ma fascination pour Selena Gomez. Ce n'est pas raisonnable. Et pourtant, je me suis mise à écrire les premières pages de Célèbre, et la jubilation, c'est-à-dire que je riais toute seule comme un personnage de Disney, et j'étais trop contente de moi. Je me disais, mais mais c'est malin, mais qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et donc, il y avait ce plaisir d'écrire. Donc, pour en revenir à ton professeur, oui, il y a ce plaisir d'écrire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des grands moments de doute existentiel, des moments de crise d'angoisse intense où j'ai mon texte, parce que j'écris beaucoup, 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 et après je trie et je coupe. Et des moments où je me disais, mais je ne vais jamais m'en sortir. Mais le plaisir au texte est quand même très important pour moi. Combien de temps t'as mis pour celui-là ? Un peu plus de 2 ans. C'est court, en vrai. Oui, c'est court et c'est long. Est-ce que c'est court ? Tu trouves ça court ? Il y a tellement d'auteurs qui disent, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans que je suis là-dessus. Enfin, de la réflexion à la publication. C'est drôle parce que j'étais en festival le week-end dernier, justement avec une autrice qui racontait avoir écrit son texte en 2 mois. Et donc moi, je me disais, bon, t'as foutu pendant 2 ans. C'est là. Ça, je me suis dit, oh là là, mais vraiment, je traînasse. Donc ça... Je ne sais pas, je trouvais que 2 ans, c'était une bonne durée. Bah, écoute, c'est super. Non, mais en fait, c'est long et c'est court. Mais il y a aussi le fait que une fois qu'on est publié, et mon mari, j'avais passé 4 ans. Mais c'est aussi parce que j'avais pas d'éditeur. Et t'avais un job. Et que j'avais un taf, et que tu laisses parfois passer des mois parce que c'est plus du tout ta priorité. Et c'est vrai que c'est ce qui change aussi avec l'écriture de deuxième, c'est que j'ai pu m'y consacrer quasiment à plein temps pendant un moment, et que j'avais des éditrices, et puis aussi que j'avais une date de rendu. Le livre a été terminé le jour où il a été envoyé à l'impression, pas le jour où j'ai décidé qu'il était terminé. Et ça pose aussi la question de quand est-ce que tu arrêtes un projet. Tu veux bien lire le premier chapitre ou tu le connais par cœur ? Ouais, je peux te réciter. Allez, vas-y. Ça commence comme ça. La célébrité est ma vie, celle que je savais que j'aurais, celle que j'ai fait en sorte d'avoir. Est-ce que j'étais préparée à un tel succès ? Bien sûr que oui. J'ai toujours su que ce qui m'attendait n'était pas une existence, mais un destin. Ma route serait exceptionnelle, ma trajectoire hors du commun.
Quand on pense à la célébrité, on pense aux fans dévoués, à l'argent, à la reconnaissance, au prestige. Mais il faudrait aussi citer le sentiment de supériorité constant, les commentaires incessants, l'hypocrisie, l'impunité. À 32 ans, non, la célébrité est une drogue dure, c'est un monstre féroce et je suis allée la chercher avec mes ongles, avec ma rage, avec mes dents. À 32 ans, je suis au sommet d'un château que j'ai construit toute seule avec mes chansons. Je ne crois pas à la chance, je ne crois pas au réseau d'amis influents. Je ne dois ma réussite qu'à mon talent et à la méritocratie. Alors, si j'avais pu remercier une seule personne lors de mon long discours le soir de ma dernière remise de prix, ça aurait été moi-même. C'est plus ou moins ça. Tu l'as écrit, c'est le premier truc que tu as écrit, ça, du livre. Oui, mais ça a été beaucoup... j'y ai beaucoup touché ensuite. Donc, effectivement, les premiers mots, c'était autour de la célébrité. La célébrité, ma vie, celle que je savais que j'aurais, celle que j'ai fait en sorte d'avoir. Donc, c'était mon point de départ. Et d'ailleurs, c'est ce que j'écris le plus naturellement. Pour mon mari, c'était la même chose. Ça commence par « Je suis amoureuse de mon mari ». Et c'est des premiers chapitres assez abstraits. Et je pense que quand on écrit, on a tous un peu une pente naturelle, ce qu'on va écrire le plus naturellement et d'autres choses sur lesquelles on va devoir se forcer un peu. Et naturellement, j'écris des choses assez abstraites au présent de vérité générale. La célébrité est une drogue dure, c'est un monstre féroce, c'est une vengeance, c'est abstrait, mais ça pose toutes les bases. Tout à fait. De ce que tu racontes après. Mais c'est pas une scène. Tu vois, naturellement, je commence pas par un dialogue dans une scène où t'es dans un café, où tu vois qu'il se passe quelque chose. Et donc, souvent, je me dis, mais non, c'est pas de la philo, c'est du roman. Allez, fais-moi une scène, fais-moi des personnages, rajoute-moi du détail, rajoute-moi de la vie. T'es pas en train de disserter. Et c'est un truc que t'as du mal à faire quand tu commences un roman? Parce que toi, j'ai l'impression que tu cites souvent Kundera dans l'écriture, l'art du roman, d'avoir d'abord une thématique et après, tu cherches comment la développer, avec quel personnage, avec quelle situation et tout. Est-ce que c'est un truc que t'as du mal à faire? Est-ce que t'as tendance à tout théoriser d'abord? C'est plutôt que j'ai tendance à vouloir mettre des théories, effectivement. Dire la célébrité ne vient pas de ma famille, mais de mes failles. La célébrité n'est jamais une conquête, c'est une vengeance. À faire ces grandes phrases-là. Alors, je les écris assez naturellement. Et ensuite, je me dis, mais comment je l'incarne? Dans quelle scène? Comment je le montre concrètement? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle frappe une amie? Est-ce qu'elle je sais pas, est-ce qu'elle participe à un défilé de mode? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Dans quelle scène ça s'incarne? Et donc souvent, je me force à penser en scène, mais c'est pas ce que je fais le plus naturellement. Ok. T'es obsédée par les obsessions? Mais il semblerait que oui. C'était pas fait exprès. Mais là, effectivement, il y a des points communs qui commencent à ressortir de mon premier et de mon deuxième roman. Et ces personnages de femmes obsessionnelles... J'aurais du mal à le nier, mais c'était pas forcément d'où ça vient? Fait exprès. Pas de moi, je pense. Là, franchement, je peux pas nier. C'est marrant, quand ma mère a lu Mon mari, la toute première fois, elle m'a lu quelques semaines avant la sortie. Elle m'a envoyé Seulement? Ouais, il y avait quand même un sujet de... En fait, il y a un jour où j'ai compris que j'allais être publiée, mais ça a mis longtemps à me monter au cerveau. C'était très abstrait pendant longtemps. Et à un moment, je me suis dit, mais ça va être publié, les gens vont le lire. Enfin, en tout cas, ça va être en librairie. Ça a été... Et j'ai longtemps repousser ce moment. Et pour Célèbre, c'était la même chose, parce que j'écris comme si je serais jamais lue. Non, mais sinon, je pourrais jamais écrire des horreurs pareilles. Je comprends. Et donc, franchement, l'étape de ma mère va lire ce livre, mon grand-père va lire ce livre. Enfin, tu vois, j'y pense pas en premier quand j'écris, parce que sinon, c'est l'enfer. Et donc, il y a eu un moment quand même où je me suis dit, bah, écoute, maman, papa, voici mes romans, et où donc, bah, je leur mets entre les mains. Et ma mère m'a dit, après avoir lu le premier, elle m'a envoyé un texto qui m'a beaucoup touchée. Et notamment, elle me dit, on reconnaît bien ton côté très obsessionnel. C'est le premier truc qu'elle a dit en lisant Mon mari, ça m'a fait rire. Donc, il semblerait que oui. Et je l'invite à venir parler à ce micro pour témoigner. Je sais pas. T'es obsédée par quoi pour l'instant ? Bah, en ce moment, par pas grand-chose, c'est ça l'enfer. T'as pas le temps, là. Mais non, mais c'est parce que je suis pas en train d'écrire un troisième livre et ça me manque. Et c'est vrai qu'il manque un peu une dimension à ma vie parce que j'écris pas en ce moment. Et c'est vrai que pendant l'écriture de Célèbre, j'étais obsédée par la célébrité. Donc je regardais
tous les jours compulsivement les Instagram des stars. Et dès que je rencontrais quelqu'un, je lui demandais est-ce que tu as déjà croisé une célébrité ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc j'allais récolter les anecdotes. C'était pour le travail, mais c'est aussi parce que ça me fascinait complètement. Et donc c'était l'occasion d'avoir des discussions. On me disait mais c'est marrant que tu me dis ça, mais oui, j'ai déjà croisé Laurent Voulzy. Et raconte-moi, ça m'intéresse. Et donc c'était un peu au centre de ma vie. Est-ce que, sans citer le nom de la célébrité, tu peux raconter le truc le plus zinzin qu'on t'ait raconté comme anecdote ? Le truc le plus zinzin, sans citer, c'est un manager de star internationale qui m'a raconté que la célébrité en question, dans son contrat, était indiqué l'épaisseur de la moquette de sa chambre d'hôtel. Et donc, il y a quelqu'un dont c'était le travail dans son équipe qui arrivait en avance dans les palaces où cette star logeait pour mesurer l'épaisseur de la moquette du palace et changer, évidemment, la moquette en fonction. Et donc, cette personne m'a raconté qu'il avait déjà fait changer la moquette. C'est quoi l'intitulé de poste ? C'est une très bonne question. Je ne sais pas, mais je me souviens de cette anecdote. L'épaisseur de la moquette. Et je ne sais plus si je le mets dans le roman, mais je me suis dit, si je mets ça, ils vont pas y croire. On va pas y croire, c'est trop. Donc j'ai mis la composition de la corbeille à fruits, évidemment, le savon dans la douche, etc. Je me suis dit, c'est trop gros l'épaisseur. Le lait d'ânesse, ça peut passer. C'est ça, l'épaisseur de la moquette, qui me croira ? Et c'est véridique. Waouh. Ok. Peu mais bien. Ah bah oui. Ça vient d'où ? De mon professeur de philosophie quand j'étais en prépa, qui disait souvent cette phrase « peu mais bien ». Et c'est vrai qu'en classe prépa, on peut avoir cette tendance ou cet imaginaire de « il faut tout lire, il faut tout absorber ». C'était en première année, je pense, j'étais en Hippocane. Et là, il faut avoir lu tous les philosophes, toute la littérature française et étouffer sous les références. Et justement, il était totalement à contre-pied. Il disait il vaut mieux lire 1 ou 2 livres et bien en comprendre la pensée et le maîtriser et en apprécier le contenu plutôt qu'essayer de tout lire de manière superficielle et de finalement rien comprendre. Et ça m'a beaucoup suivi pendant mes études, d'essayer de pas me disperser mais de faire les choses bien. Et puis ensuite, ça m'a suivi dans pas mal de moments de ma vie et notamment dans le choix des projets. C'est un sujet qui m'a beaucoup questionnée après la parution de mon mari. Parce que tout le monde te sollicitait pour plein de trucs. D'un coup, alors que ça faisait des années que c'était la double rame et qu'évidemment c'est toi qui c'est toi qui sollicite, c'est toi qui envoie des mails pour essayer d'avoir des projets et puis d'un coup c'est ton portable qui sonne et d'un coup on te propose d'écrire un livre pour enfants, d'écrire une pièce de théâtre pour un festival, d'écrire une nouvelle pour telle revue, de participer à l'écriture d'un scénario pour un film, pour une série, etc. Et donc ce qui m'a fascinée pendant une période, c'était comment on sait à quoi on dit oui, à quoi on dit non. Pendant les premiers mois, j'ai dit oui à tout, évidemment, bien sûr. C'est nouveau, c'est genre tu prends tout ce que tu peux. Oui, mais bien sûr, oh là là, mais merci d'avoir pensé à moi. Et j'ai essayé de me souvenir de ce peu mais bien, d'essayer de pas se disperser et qu'il faut mieux avoir 2-3 projets dans lesquels tu as envie de t'investir et de faire les choses bien plutôt que de te disperser et de faire tout de manière superficielle. Et toi, à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non ? Moi, j'ai quand même du mal à... Enfin, maintenant, j'arrive beaucoup plus à dire non, mais j'ai du mal à savoir où mettre mon énergie parce que même moi, je sais pas ce que j'ai envie de faire. En fait, moi, si j'ai pas quelqu'un qui me dit « Hey, tu veux faire ça ?» Enfin, genre, Iconoclast, ils étaient pas venus me chercher, jamais j'aurais écrit un livre. Parce que je me suis dit, c'est les vrais auteurs qui écrivent des livres, tu vois. Ouais, non. Moi, il me faut que quelqu'un me force à faire quelque chose qui m'emballe. Voilà. Sinon, non. Mais ouais, dire non, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de te dire que des gens, ils ont taffé fort sur un truc et ils veulent que t'en fasses partie et toi, tu vas dire « Ah, non !» Ouais, non merci. Non, je sais pas, c'est terrible, je trouve. Et c'est marrant, je pense que j'ai un peu le biais inverse où j'essaie au maximum d'être à l'origine de mes propres projets. J'ai toujours peur d'être embarquée dans les projets des autres et de travailler pour quelque chose en fait qui n'est pas moi ou qui m'intéresse en fait que moyennement et donc je préférais toujours... Même si j'ai 10 propositions, dire non. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est ça, et d'aller décrocher moi-même
quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. J'ai toujours peur en fait de travailler sur quelque chose qu'on me propose. Ouais, c'est ça, et qu'on me propose, parce que je me dis mais ça m'est tombé dessus, c'est pas vraiment ce que j'aurais dû faire, je sais pas comment dire. Cléo, donc ton personnage principal, elle sait ce qu'elle veut depuis le départ, elle est destinée à être une star, tout ça. Est-ce que toi, quand t'étais plus jeune, il y avait un truc où tu savais qu'il se passerait quelque chose de fou? Et toi? Moi, en vrai, j'en parlais avec Laurie dans l'épisode qu'on a fait ensemble, et elle savait qu'un jour, elle serait célèbre. Et moi, j'avais ce truc de... En tout cas, j'ai toujours su que je voulais faire un truc un peu dans l'artistique, et que ça marche pas, whatever, mais je savais qu'il y aurait quelque chose. Et toi, est-ce que... C'est à peu près la même chose. J'avais envie de créer, mais j'avais pas vraiment envie d'être célèbre. J'ai jamais rêvé forcément de passer à la télé ou de signer des autographes comme ma Cléo, mais j'avais envie de créer quelque chose, et c'est comme si j'avais senti, c'est bizarre ce que je vais dire, mais il allait falloir que je nage à contre-courant, et que j'ai senti quand même assez jeune que de là où je venais, ou de là où ce qui se prédisposait à moi était pas là où j'avais envie d'être, et donc j'allais devoir courir face au vent. C'est quoi les dispositions dans lesquelles t'étais? Je sais pas trop comment décrire, mais je viens pas d'une famille où déjà on lisait, il n'y avait pas de livres à la maison, pas du tout des familles du côté de l'artistique, où même le métier artistique pouvait être une possibilité, et donc des choses un peu plus classiques. Et je me disais, je veux pas ça. Je veux me construire une autre vie que ça. Tu vois, les week-ends à traîner au centre commercial en banlieue parisienne. J'ai envie d'autre chose. Et donc, il y avait ce besoin de m'extraire. Mais donc, oui, peut-être que tôt, j'ai senti que j'avais envie d'autre chose, mais ça passait pas. Je me suis pas dit, j'ai envie d'être... Pourtant, j'aimais beaucoup Laurie. Je suis la génération Laurie, et j'aimais beaucoup Laurie et sa musique. Mais je me disais pas, je veux signer des autographes. Mais je me disais, va falloir qu'il se passe quelque chose. Qu'il se passe quelque chose. Mais que je fasse quelque chose. Du coup, la Cléo, pour le coup, elle dit la même chose. Oups. Ouais, non, mais tant de personnes ne sont pas là où elles doivent être. On se trompe de métier, on se trompe de partenaire, on se trompe de lieu de vie, et puis on rectifie le tir. Soudain, tout s'aligne, tout s'explique. Il n'y a plus ni compromis ni lassitude. Les efforts n'en sont plus. Rien n'est un sacrifice. Tout s'imbrique, naturel, facile, joyeux. Je souhaite à tout le monde de connaître un jour le sentiment d'être à sa place. C'est un passage qui est assez important pour moi, et c'est marrant, mon éditrice Constance arrêtait pas de le barrer dans les versions successives en mode trop de premier degré. Vas-y, on va la chercher. On va la chercher. On l'engueule. Et elle était un peu genre, c'est très premier degré, et j'étais genre, laisse-moi, j'aime le premier degré. Et c'est vrai que ça l'a déstabilisé un peu, parce que elle disait, mais Cléo est pas sympa. Pourquoi elle dirait, je souhaite à tout le monde d'être un jour à sa place? Mais c'était un chapitre qui était important pour moi. Et c'est peut-être, on parlait de la publication de mon mari, ce que ça avait guéri. Et je pense que pour la première fois dans ma vie, je me sentais exactement à ma place. À la publication, pas à l'écriture? Oui, quand justement je suis devenue une autrice publiée. Moi, il y avait une obsession, c'était d'écrire ce livre et de trouver un éditeur. Mais à l'époque, ça me semblait la tâche la plus compliquée du monde. Situer, les gens qui envoient des manuscrits aux maisons d'édition, il y en a énormément. Et la publication, c'est une fois sur... Moi, j'ai en tête 100, 4000, mais beaucoup. Beaucoup, peut-être plus, je sais pas. Donc, c'est rare. C'est rare, effectivement. Et donc, j'avais cette idée de me dire, mais comment je vais faire pour être publiée? Et donc, c'est marrant. On me dit, qu'est-ce que ça t'a fait, le succès de mon mari? Mais je pense que le vrai moment où j'ai sorti le champagne, c'est quand j'ai su que j'allais être publiée. Mais là, c'était le plus beau jour de ma vie. C'était là, la vraie victoire. Là où j'ai vraiment senti un avant-après et que ça a tout guéri. C'était peut-être plus encore à la publication qu'ensuite pour ce qui s'est passé. Et je sais plus du tout ce qu'on disait, mais je suis d'accord avec moi-même. Sur être à sa place. Ah oui. Et c'est vrai que c'était un passage qui était important, parce que tu sais, quand tu fais ce que tu dois faire, effectivement, tout est tellement plus simple. Et ça, je l'ai vraiment senti dans cette partie de ma vingtaine, tu vois, quand j'ai commencé à faire le métier que j'aimais, quand j'ai senti, mais en fait, c'est ça. Parce que pendant des années, toute la question que je me posais, c'était toujours, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'était vraiment la question lancinante. J'étais avec un mec qui était un mec super, mais clairement pas le mec avec qui je devais être. Donc en fait, toute ma vie était un peu...
j'ai envie de dire branlante, tu vois, ça tenait pas vraiment droit. Et donc, peu à peu, tu corriges, tu trouves le métier que tu veux faire, tu t'entoures de quelqu'un avec qui t'es bien, tu trouves un lieu où t'es heureux. Et en fait, tout imbrique, tout est plus facile. Et je l'ai vu aussi sur des amis. Je pense à une amie qui était architecte. Quel beau métier. Et elle dit, mais moi, ce que j'aime, c'est la littérature jeunesse, c'est les livres pour enfants. Et en 2020, elle m'appelle pendant le confinement en mode « Ok, je reprends mes études, aide-moi à faire mes lettres de motivation, j'ai envie de faire un master d'édition. » Et maintenant, tellement tout est plus simple et plus facile, et elle se lève pour aller au travail et elle a le sourire, tu vois, alors que c'est super d'être architecte, c'est pas moins bien qu'être éditrice. Mais je trouve ça assez fascinant, tu vois, ce sentiment d'être à ta place. T'as ta place, toi? J'ai trop envie de savoir. Je sais pas. Moi, je sais pas trop voir ça, en vrai. Non, je me sens jamais vraiment exactement au bon endroit parce que j'ai l'impression que mes envies sont toujours un peu en décalé par rapport à ce que je fais. Et ouais, non, je sais pas. Non, je crois que j'ai du mal à me dire, ok, là, c'est bon. En fait, le truc, c'est que à chaque fois que j'accomplis quelque chose, comme Cléo en parle dans le livre, c'est à chaque fois, je suis contente 1 seconde. Ah oui. Puis après, je me dis, ah, c'était ça. Voilà. Sans plus. C'est fait. Maintenant, la suite. Et à chaque fois, je vois l'objectif qu'il y a derrière ou le truc qu'il y a derrière. Mais vraiment, la joie, ça dure 1 seconde, quoi. Donc, je sais pas trop, ouais. Mais t'avais pas ça avant de commencer à monter sur scène? T'étais pas attachée de presse où j'ai inventé cette... Si, mais là, j'étais pas du tout à ma place. C'est ça. Et donc là, t'avais un sentiment de pas être à ta place et un jour, t'as rectifié le tir et t'es là, vrai. Là, je suis bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je l'avais pas vu aussi loin parce que je pense que j'ai occulté cette partie de... Je sais pas pourquoi je sais ça, mais je suis allée sortir très loin. Ouais, je sais pas. Ouais, non, là, c'était horrible. Là, c'était... Waouh, je me levais et j'étais... Ah, ouf, ça n'a pas de sens. Oui, donc là, oui, en effet. Sur le long terme, oui, tout à fait. T'avais pas peur au début de faire un personnage qui n'était pas sympathique et qui... Enfin, moi, le livre m'a obsédée quand je l'ai lu parce que c'était vraiment tous les vices que j'ai poussés à l'extrême. Et donc, c'était très dérangeant de voir quelqu'un aussi proche de la réalité. Et ouais, c'était horrible. Et ça t'avais pas peur que les gens ils se disent c'est juste une connasse et ciao? Ah si, un peu. Mais comme j'ai eu peur après mon mari que les gens se disent mais cette fille est une sociopathe. Ça, ils l'ont pensé. Oui. Et de fait. Et là, ils se sont dit donc non seulement c'est une sociopathe, mais en plus c'est une personne qui méprise la terre entière. Donc toi aussi, t'aimes pas les gens lents, c'est ça? Les gens qui marchent lentement et tout ça, c'est ça ton vice? Notamment, ouais. Mais ça m'horripile. Ou quand quelqu'un fait mal son travail, la paresse, oh là là. Vraiment, ça me met dans des états. C'est horrible. Ouais. Maintenant, j'ai des petites gouttes pour quand je suis en colère contre des gens. Ouais. Ça marche? Ça marche de ouf. Tu bois ces petites gouttes? C'est des petites gouttes. Genre ce matin, j'étais méga vénère. Alors là, il y avait même pas tellement de raison. Enfin, c'était juste moi qui a fait une erreur. Et du coup, je me faisais plein de scénarios qui ne sont jamais arrivés. Je me faisais plein de scénarios où je m'énervais. Et du coup, je continue cette colère en boucle. Et puis, j'ai pris mes petites gouttes. Et puis voilà. Et puis, je suis allée bosser. C'était super. Vraiment, je sais pas, mon cerveau, il a envie d'en découdre. Ouais, c'est ça. Mais 3 petites gouttes. Ouais, on se calme. Gouttes et puis ça va. Non, mais effectivement, la question de ce personnage bourré de défauts, dont la plupart je partage, on va le dire comme ça, j'ai dû vraiment occulter cette question en écrivant. Et c'était ma condition pour écrire. Et c'est vrai que la chance que tu as quand tu écris un premier roman, c'est que tu n'as pas d'éditeur. Donc tu te dis vraisemblablement, personne ne me lira jamais, donc tu te lâches. Tu vas au bout de tes obsessions, tu dis des choses franchement pas correctes, des choses où tu dis mais si mon mec lisait ça. Ouais, il y a des trucs vraiment qui sont horribles dans le roman. C'est horrible. Et donc pour Célèbre, je me suis dit, si je pense au fait que je serai lue un jour, que ma mère va lire ce livre, que mon grand-père va lire ce livre, que des lecteurs vont lire ce livre, que Fanny Ruet va lire ce livre, je ne peux pas l'écrire. Non, mais vraiment. Parce qu'il y avait un risque qu'ils se disent, si t'as écrit ça, c'est qu'il y a un monde où t'as pensé. Mais je l'ai pensé si je l'ai écrit. Enfin, pas vraiment pensé moi, mais de fait. Imaginer qu'on puisse le penser. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà trop. Bien sûr, mais c'est des questions. Ça a fait partie, tu sais, d'une espèce de boîte de questions où j'ai décidé, de manière arbitraire, mais stricte,
que je ne devais pas me les poser. Et donc, il y a toutes ces questions-là. Il y avait quoi comme question? Il y en a plein. Par exemple, est-ce que mon ex a refait sa vie? Est-il heureux sans moi? C'est une question stérile, on s'en fout. Ah ok, je pensais qu'on était dans tu le vois pro, mais go. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de questions, quand tu vas là, c'est pas intéressant. Ouais, c'est un puits sans fond. Ça n'apporte rien. Et qu'il soit heureux, ça ne genre, ok, c'est une non-question. Et donc, quand une pote va poser des questions, je suis en mode, je vais même pas rentrer là-dedans, c'est une non-question. Donc, il y a aussi la question, pour revenir à l'écriture, de qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais en fait, c'est une non-question. Si je vais là-dedans et que je commence à écrire un livre qui va donner une image de moi positive, mais c'est pas possible. Donc, c'est une non-question. Ouais, c'est jamais les trucs les plus intéressants. Voilà. Et puis même la question, par exemple, de ok, qu'est-ce qui a plu dans mon mari et comment je pourrais répliquer ça dans Célèbre? Alors, voyons quels ingrédients. C'est une non-question. Elle va dans la boîte avec l'ex, avec tout ça de non-questions, parce qu'en fait, c'est des questions. Enfin, pour moi, c'est des non-questions, je peux pas me les poser. Donc je les exclus en disant c'est pas possible. Et donc je me suis dit, fais comme si tu ne serais jamais lu, écris pour toi, fais-toi plaisir. Et si la magie opère, c'est là où les gens vont se reconnaître. Mais tu peux pas penser au fait que les gens vont te lire. Mais sinon, jamais tu t'autorises à écrire des horreurs pareilles. Ouais. ouais. Est-ce qu'il y a des fois où tu trouves que t'es allé trop loin et du coup t'as supprimé les passages? Ah, bonne question. J'ai rien supprimé, mais j'ai hésité à supprimer notamment des passages au début, tu vois, je relisais hyper grossophobe au début où elle critique. Ah ouais, le truc où elle critique dit le bustier. Faudrait qu'elle arrête de manger. Faut qu'elle arrête. Il y a le moment dans la bibliothèque, non mais arrête de manger des gâteaux, t'as pas besoin de 30 grammes de sucre supplémentaire. Et puis là, au début, elle voit une actrice avec un bustier, elle dit mais ça qu'est-ce que fout son styliste, quelle horreur, on dirait un gros Ferrero Rocher. En le relisant, je me disais c'est purement méchant, c'est purement grossophobe, c'est pas possible. Et je l'ai laissé parce que je me disais, mais en fait, ça fait partie de mon personnage qui a ça en elle, qui est parfois hyper misogyne, qui est parfois hyper grossophobe, qui est parfois, qui est matrixée, quoi. Qui est matrixée. Mais effectivement, je me suis posé la question. Je me dis, et tu sais, il y a aussi des questions éthiques. Je me dis, est-ce que, avec ce genre de remarques, je participe à une vision du monde que je partage pas? Et c'est marrant parce que récemment, j'ai lu des livres de la rentrée littéraire que je ne citerai pas, mais que j'ai trouvé hyper misogynes, mais j'avais l'impression qu'ils le faisaient pas exprès. Et donc, je me disais, mais moi, quand je dis des horreurs, c'est fait exprès, c'est pour montrer sa vision du monde, c'est pour montrer l'horreur, et c'est appuyé souvent avec 2-3 petites blagues entre parenthèses. C'est pas les trucs les pires. Qu'elle a fait. Oui, c'est pas les trucs pires, mais ça fait partie des horreurs qu'elle peut penser. Et on comprend bien. Enfin, c'est pour caractériser le personnage. C'est pas un impensé. Et des fois, je me disais, mais en fait, il y a des gens qui écrivent des livres, mais ce qu'il est en train de dire, c'est hyper misogyne. Mais c'est marrant. Est-ce que c'est fait exprès? Des fois, je me disais, mais c'est pas du tout fait exprès. C'est vraiment sa vision des femmes. Et donc, je me suis dit, et ça pose aussi la question de le point de vue inconscient. Et là, c'est un point de vue conscient de caractérisation d'un personnage méchant. Et effectivement, elle est très méchante. Et donc, elle dit et elle pense des choses méchantes. Et dans les passages que tu as eu peur d'écrire, est-ce que tout ce qui est sexuel, ça t'as décidé de aussi pas te poser la question? Pour moi, c'est d'ailleurs la seule scène que j'avais écrite pour mon roman, je l'ai enlevée parce que j'assumais pas du tout. Et ça, vraiment, c'est un des trucs qui me terrorise le plus. Parce que déjà, j'ai l'impression que les gens, on va me dire, mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Tu vois mais c'est pas comme ça qu'on fait. Non, mais tu l'as jamais fait. Non, jamais. Je trouve ça terrifiant. C'est dans la même boîte. Ouais, ok. Et je n'y pense pas. Et récemment, mon mec me disait, j'ai passé le week-end chez mes grands-parents. Mon grand-père a acheté ton roman. Il l'a commencé hier soir. Et de penser grand-père de mon mec en train de lire la scène de plan A3 dans la première partie du roman, mais j'y pense une seconde et je le mets dans la boîte. Mais même au même titre que mes parents. Je trouve que c'est même pas la scène la plus... Ouais. je sais même pas dans la hiérarchie de l'horreur quel est le pire, mais je le mets dans la boîte et je me dis, s'ils sont très gênés, ils sauteront les pages, peut-être. Je sais pas, c'est horrible. Ouais. Peut-être il faut jamais lire les gens qu'on connaît. Hein. Mais tu sais que je pense que les gens qui me connaissent sont pas les meilleurs lecteurs de mes livres. Parce qu'ils vont justement,
déjà la gêne, en numéro 1 déjà, le malaise. Et puis il y a aussi le fait que tu cherches des éléments biographiques alors que ça n'a pas franchement d'intérêt. Je me souviens notamment de personnes qui me connaissaient, tu vois, mon oncle, ma tante qui avait lu Mon mari et qui était là. Le petit garçon, il fait de la clarinette comme ton frère. Wow. Et la prof de clarinette, elle s'appelle comme la prof de clarinette de toi quand t'étais petite. Et en fait, ce qu'il lisait dans le roman, c'était ça. Alors que, en fait, qu'il fasse de la clarinette ou de la trompette, franchement, ça a peu d'intérêt. Et donc, un lecteur qui ne me connaît absolument pas et qui ne sait pas que mon frère, que j'embrasse, faisait de la clarinette, je pense à une meilleure lecture de mon livre que quelqu'un qui me connaît et qui va être arrêté à ce qu'il pense reconnaître de moi ou non. Mais pour le prochain roman, Fanny, je t'encourage à mettre tous tes questionnements dans la boîte. Je peux te prêter ma boîte et à mettre tes scènes. Je vais regarder où en est ton ex. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, non, ouais, peut-être. Je sais pas. Mais ouais, trop terrifiant, trop de. Alors que c'est vraiment toujours les choses les plus intéressantes, celles qu'on veut pas dire. Mais bien sûr. Mais moi, je crois beaucoup aussi aux décisions arbitraires qu'on prend, mais pour se faire du bien. Je pensais à ça aussi dans la boîte. Il y a les commentaires Babelio. Ah putain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est horrible parce que il y a un truc automatique sur Twitter où dès qu'il y a une nouvelle critique, t'es mentionné sur Twitter. Et donc moi, tous les 2 jours, j'ai un truc nouvelle. Je suis là, mais je vais pas cliquer sur ce lien, ma belle, t'es folle. Cliquer sur ce lien, mais c'est un spam. Il faut pas cliquer. J'ai pas Twitter, donc je suis préservée de ça. Mais tu vois, pour mon mari, les 2 premières semaines, j'ai lu les commentaires, naïve, heureuse, joyeuse que j'étais. Et puis je me suis dit, mais il faut pas du tout faire ça. Et donc j'ai décidé de mettre dans la boîte de ces non-questions. Je ne lirai pas, que ça soit positif ou négatif. En fait, j'ai pas envie de le lire. C'est trop tard. Et voilà. C'est pas... Enfin, je décide de faire ça pour me protéger. Et donc, toutes ces questions-là sont là aussi pour me protéger. Celles de mes proches, enfin, toutes ces questions stériles qui font du mal. Donc, des fois, je prends des décisions en mode « Ok, je ne lirai plus jamais. » Et les gens sont là « Mais tu peux pas décider. Enfin, tu vas quand même avoir envie. » Je suis en mode « Non, je l'ai décidé, donc je ne le ferai plus jamais. » Et ils disent « Mais stick to the plan. » Ouais, ils sont là « Mais tu peux pas juste choisir. » Je suis en mode « Si, je l'ai décidé. Donc, maintenant, ça sera comme ça. » Tu vois, je suis un peu comme ça. Ok, je capte. Ouais, ok, je capte. Il y a des choses... t'as commencé à y répondre tantôt, mais il y a des choses de toi que t'as découvert via Cléo et qui t'ont dérangé. Tu penses à quoi ? Je sais pas, des fois dans les comportements, dans les jalousies, moi c'est ça qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est de voir à quel point inconsciemment on arrive à détester des gens, enfin à mépriser des gens que pourtant on aimerait bien, mais juste parce qu'on a peur de... Attends, maman, elle dit un truc, c'est un truc à somme nulle. Si quelqu'un a une place, bien sûr. Quelqu'un d'autre ne l'aura pas. L'industrie de la musique n'est pas un jeu à somme nulle, donc de fait, si elle est numéro 1, c'est pas moi. Et donc c'est un milieu extrêmement compétitif. Oui, sur la compétition aussi en soi. Oui, c'est vrai que c'était un moyen d'extérioriser ses jalousies, mais dans un autre domaine, dans un autre milieu. Et c'est vrai que la littérature aussi, si tu rentres dans ce jeu-là, peut être extrêmement compétitif. Tu peux passer ton temps à te regarder. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu réalises quelque chose, t'es content 60 secondes. Mais t'as aussi un autre écueil qui est tu réalises quelque chose et tu vois les 209 trucs que t'as pas. Et la rentrée littéraire, c'est la même chose et tu ne peux pas gagner sur tous les fronts. Donc, tu vois, là, j'ai eu un super article dans Le Monde qui est sorti et je pourrais être là, super, mais j'ai pas eu ma double page dans Libé ou j'ai pas eu... Tu vois, et donc tu peux faire aussi la liste dès que tu as un article de tous ceux en creux que tu n'as pas eu et te comparer aux autres écrivains en disant oui, mais lui, il est dans tel prix, ou lui, il vend plus de livres que moi, ou lui, il a fait telle émission à laquelle moi, je suis pas invitée. Et en fait, c'est un jeu sans fin. Et je trouve que ça, c'est un écueil, ça me fait un peu peur. Et j'essaie de m'en tenir le plus éloigné possible. Et comment tu t'en protèges, justement ? Parce que moi, je trouve ça très dur de trouver le juste milieu entre totalement se fermer de tout ça, arrêter de se comparer, arrêter de regarder ce que les autres font pour juste se focus sur ce qu'on fait, mais en même temps, ne pas totalement être imperméable. Enfin, c'est important quand même de regarder ce qui se fait ailleurs et d'aller s'inspirer, d'aller regarder ce qu'on aime et tout. Et je trouve le juste milieu est dur à trouver, quoi. Pour moi, je l'ai trouvé pendant une rentrée littéraire. Je ferme tout. Mais tu es dedans. Oui, mais je me protège beaucoup. C'est-à-dire que je vais pas... tu vois, c'est au même titre que je vais pas regarder les commentaires Babelio.
Je vais pas regarder les classements des ventes, je vais pas regarder qui est dans quel prix, je vais pas, me faire du mal à aller regarder tel auteur, est-ce que lui il est invité, est-ce que lui... Enfin, je ferme tout et je me protège beaucoup. Et pour tout ce qui est inspiration, quand la rentrée littéraire sera passée et que je ne serai plus dedans, je pourrai avec grande joie regarder davantage les sorties, regarder, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup, le milieu littéraire. Mais là, en étant dedans, moi, je suis très privée, tu vois, je me referme beaucoup sur ma sphère intime et aussi sur... j'essaie toujours de... T'es pas prête pour ce moment, de me concentrer sur le positif. Allez. Je sais que t'étais pas prête pour ça, mais tu vois, il y a le côté aussi, ça peut être une course où t'es toujours insatisfait. Et avec l'Iconoclaste, ils m'ont dit, bon, comment tu veux qu'on communique avec toi pendant cette rentrée littéraire? Et j'aurais dit, vous m'appelez pour les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, de toute manière, je serai bien au courant bien assez vite. On s'appelle quand il y a des choses à fêter, il y a toujours des choses à fêter. Et pour le reste, je ferme les écoutilles. Et j'essaie toujours de me dire qu'on peut pas gagner sur tous les fronts et de me dire, ok, je suis pas dans tel prix, mais j'ai eu la chance d'avoir telle reconnaissance ou tel article ou... tu vois, où ça passe super bien pour les ventes. Enfin, tu vois, je me dis, c'est plus sous ton you lose contrôle, some, you gain some, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? En plus, c'est même pas sous ton contrôle. Donc, c'est juste... mon ex disait beaucoup ça. Ça vient d'ailleurs, mais pour moi, ça restera toujours mon ex qui l'a inventé. Stresser, c'est souffrir deux fois. Ouais. Et il y a un truc, dans les faits, c'est trop tard, c'est pas sous ton contrôle. Qu'est-ce que ça va changer que tu t'angoisses? Exactement. Et il y a une deuxième phrase que je peux rajouter, qui sera plus la phrase de ton ex, de mon ex. mais de moi. C'est, j'y repense beaucoup, c'est ça fait partie du job. J'y pense tout le temps à cette phrase et je me dis, tu peux pas être auteur, profiter des avantages de pas avoir d'horaire, pouvoir faire un métier que j'adore, écrire des romans, rencontrer mes lecteurs, et de me dire, oh là là, mais c'est incertain l'avenir d'un roman, mon roman sort, je ne sais pas comment ça va se passer, il y a le stress pour les prix ou pour les ventes. Bah oui, sinon je serais en CDI et ingénieur dans les transports. C'est-à-dire que tu peux pas avoir... C'est très spécifique. Okay. Mais tu vois, je veux dire, il y a un côté, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. J'y repense souvent, je me dis, mais ça fait partie du job. Évidemment que oui, c'est incertain. Oui, c'est angoissant. Oui, il y a la compétition avec les autres auteurs. Si tu veux rentrer dans cette compétition, oui, il y a... Enfin voilà, il y a tous ces aspects-là, mais ça fait partie ça fait partie du taf. Et donc, j'accepte cette incertitude et ce doute et cette angoisse parce que ça va aussi avec la grande liberté de l'écriture. Question en deux temps. Est-ce que tu as peur que Célèbre, au niveau des prix notamment, soit un peu snobé parce que la célébrité est un thème qui est vu comme superficiel, alors que c'est un thème qui est vu de manière superficielle, mais t'as quand même des questions vachement philosophiques dedans, de vraiment, de ce que ça reflète de la société et notamment, il y a une question que j'aime beaucoup qui est, voilà, à partir de quel niveau de génie peut-on se permettre d'être une mauvaise personne? Et c'est une vraie question dans tous les domaines, en vrai. C'est une vraie question. Et est-ce que tu peux rester intègre en réussissant? Donc, pour répondre sur ta question pour les prix, c'est une très bonne question. En fait, j'ai pas du tout envie de raisonner comme ça en me disant, et de fait, mon livre n'est pas sur la plupart des grands prix qui sont déjà sortis, tu vois. Et j'ai pas du tout envie de raisonner en disant, j'ai été snobée parce que le thème de la célébrité... En fait, j'ai l'impression que j'essaie de me dire, le monde ne tourne pas autour de moi. J'ai pas été sélectionnée par ces prix, sûrement parce qu'il y avait des super livres, parce que 1, ils avaient peut-être jamais entendu parler de mon livre, que 2, ils l'ont lu et ils l'ont pas aimé, ou 3, ils ont dit c'est pas pour nous, ou qu'il y avait des livres bien meilleurs, ou que juste la vie, enfin tu vois. Et donc j'essaie de, en fait c'est marrant, quand mon premier livre est sorti, j'ai rencontré, tu vois, en festival quelques auteurs aigris. Et tu vois, l'aigreur est quelque chose de très spécifique. C'est de ruminer un échec en te disant que le monde t'en veut, que c'est pas juste, que j'ai été snobée parce que ma maison d'édition n'a pas assez mis les moyens, parce que mon attaché de presse est nul, oui, parce le problème que est toujours extérieur, c'est toujours la faute des autres. Et je penserai toujours à Taylor Swift, on n'en a pas assez parlé. Je sais plus après quel album c'est, peut-être Reputation, où elle est sélectionnée dans aucune catégorie, dans aucun Grammy Awards. Tu sais, la première phrase qu'elle dit dans son documentaire, elle dit « J'aurais dû écrire un meilleur album ».
I should have done a better album. Et je me dis, bon, c'est un peu poussé à l'extrême, et c'est la communication de Taylor Swift, à prendre avec un peu de recul. Ouais. Mais je me dis, là, de fait, célèbre, et pas dans la liste du concours, pas dans la liste du Renaudot, pas dans la liste j'ai pas d'autres prix en tête, mais tu vois, de grands prix. Et je me dis, la vie, quoi. Mon livre est peut-être pas assez bon, et je recommencerai, et je ferai peut-être mieux pour le suivant. Mais je trouve ça un peu facile de dire, ouais, c'est le thème, hein. Ils sont, les jurys de prix, ils m'ont snobé. Tu vois, et même si c'est vrai, je peux pas penser comme ça, ça va me déprimer pour 10 ans. Ok, allez, dans la boîte. Non, ouais, c'est ça. C'est expéditif cet épisode en mode, ça, on n'y pense pas. Ça, on n'y pense pas. Quel est ton rapport au doute ? Je n'y pense pas. D'autres feuilles dans la boîte. T'as fait philo et HEC en parallèle. Ouais. C'est quoi d'avoir un énorme cerveau ? Comment répondre à cette question ? Non, mais en vrai, pourquoi en parallèle ? En fait, j'aimais bien les études. C'est vrai que j'étais très scolaire et c'est un peu ce qui m'a sauvée. Et c'est le premier lieu où j'ai été spéciale. C'était au lycée. Je me souviens de mon prof de philo en terminale qui lisait mes copies, tu vois, de philo. Ça n'aide pas à se faire des amis, hein, note. Mais voilà. Mais c'est la première fois qu'on m'a dit, mais t'es douée, tu devrais faire une prépa. Tu devrais faire une prépa littéraire, tu devrais essayer d'intégrer Normal Sup. J'étais en mode, c'est quoi Normal Sup ? Enfin, tu vois, on en était là. Et donc, effectivement, l'école a été un lieu où je me suis sentie à l'aise et bien et valorisée. Et notamment par l'écriture. Ce que j'aimais beaucoup, c'était les dissertations, c'était écrire. Tiens. Et donc, effectivement, après mon lycée, sur les conseils de mon prof de philo de terminale, il m'a dit, fais une prépa, va à Fénelon. Donc j'étais d'accord, c'est une prépa à Paris, j'ai fait comme il a dit, je n'ai pas demandé l'avis à quelqu'un d'autre, et j'ai dit d'accord, et c'était sur mon arrêt de RER, tu vois, sur mon RER, et donc j'étais genre, c'est très bien, c'est sur le RERC, c'est parfait, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en prépa, tu vois, je me dis, mais à quoi ça tient, hein ? C'est clair. À un plan de Paris. Non, mais à un plan de Paris, à un prof de philo, mais bien sûr, mais c'était vraiment ça, et pareil, en prépa, ça s'est très bien passé, je me sentais à ma place, on en revient. J'aimais le rythme, j'aimais le fait d'apprendre plein de choses, puis c'était facile pour moi. Et donc, après ma prépa littéraire, j'ai intégré effectivement l'ENS en philo et HEC. Et donc, j'ai fait les deux. Et donc, pour te répondre, c'était à la fois réjouissant, parce que j'avais eu tous les diplômes que je voulais, tu vois, toutes les écoles que je visais. Et tu vois, mon année à l'ENS en philo, il y avait 20 places. Tu vois, donc Attends, ENS, c'est quoi ? C'est en fait, c'est l'école normale supérieure. C'est une école de recherche où il y a très peu de places. Et c'est sur concours. Et rationnellement, il y avait quand même peu de chances que je l'aie. Mais je m'étais dit, pourquoi pas moi ? Toi, t'es toujours dans le petit pourcent. Ouais, je suis en mode, pourquoi pas moi ? Mais c'est un peu ça, on va y aller et puis on verra bien. Et en fait, ce qui était... Ça a donné, en fait... Il y avait peut-être déjà le côté obsessionnel parce que je pouvais me consacrer à un seul but. Pendant 3 ans, j'ai mis totalement ma vie entre parenthèses pour préparer mes concours. C'est le seul but de ma vie et je faisais que ça. Et j'en étais très heureuse. Et donc, être monobut, finalement, n'a jamais été très compliqué dans ma vie. J'aimais bien ça. Le seul problème, c'est qu'une fois que j'ai intégré ces écoles, c'est des super écoles, mais en fait, c'est pas un métier. Et donc, je suis arrivée là-bas, j'ai dit, mais en fait, normalienne n'est pas un travail à temps plein. Être diplômée d'HEC n'est pas un travail à temps plein. En fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et donc, en fait, ma vingtaine, c'était cette question, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Où est ma place ? Et donc, je recherchais ma place pendant plusieurs années. Donc oui, j'aimais beaucoup les études. Et c'est à la fois très confortable, ce côté bon élève, t'as des bonnes notes, t'intègres de bonnes écoles. Et donc, en fait, en plus, les années passent. Parce que tu fais ta L3, ton M1, ton M2, puis les années passent, et puis tu valides bien, puis t'as des bonnes notes. Mais du coup, après, t'as dû flipper après quand tu t'es retrouvée sans cadre. C'est surtout que j'étais... En fait, j'ai flippé même dans le cadre parce que je voyais les années qui passaient. J'ai été diplômée genre à 27 ans, tu vois. Et j'étais genre, en fait, j'ai des super diplômes, j'ai jamais bossé de ma vie et je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Enfin, je faisais plein de petits boulots, mais je savais pas quelle était ma place et ce que j'allais faire. Et donc, pour la faire courte, j'ai fait différents stages dans différents domaines, dont un stage à la radio avec Augustin. Et j'ai commencé un stage à France Inter chez Augustin Trapenard. Et là, je me dis, ok, c'est ça. J'adore la radio, c'est exactement ce que j'aime. Ça correspond exactement à qui je veux être, à ce que je veux faire, à comment je veux passer mon temps. Et donc là, j'avais trouvé ma place. Mais il y a eu des petits moments de doute avant. Qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est curieux d'avoir autant aimé le cadre
de l'école et tout, et puis d'avoir choisi un métier où c'est toi qui le poses. T'as réussi directement à t'imposer des disciplines de ouf ou... Mais parce qu'en prépa, en fait, finalement, c'est toi aussi qui t'imposes ton cadre. Tu te prépares un peu comme tu veux et il faut mettre ta vie privée entre parenthèses, tes week-ends, tes soirées. Et donc, dans le roman, il y a un petit peu la même chose. Il faut beaucoup de discipline. Et c'est vrai que je suis très disciplinée. Ouais, très bizarre comme phrase. Je suis très disciplinée. J'ai demandé un peu à 2-3 personnes ici. Et ils m'ont dit, ce qui est fou avec Maud, c'est que déjà, elle note tout le temps. Tu prends des notes dès qu'il se passe un truc, dès qu'il y a une conversation, tu notes des choses. Et c'est incroyable à quel point elle bosse et à quel point elle reprend tout au mot près pendant des heures, des semaines. Et voilà. Ça me fait plaisir qu'on dise ça de moi. Et c'est vrai que à la fois, c'est pas très flatteur, tu vois. Souvent, je me dis, mais je n'ai aucun talent. Je ne fais que travailler. Et tu vois, même mes études, c'est pas parce que j'étais plus douée. Pas du tout, c'est juste parce que je travaillais 10 fois plus que les autres. Tu vois, il y a un côté besogneuse, je sors le fouet et c'est vrai que je peux m'enfermer dans une bibliothèque pendant 10 heures. Laisse-moi retrouver mes citations. Si vous la voyez avec ses fiches, l'air inspiré, il m'arrive de ne penser que je n'ai aucun talent. J'avais celle d'avant aussi. C'est l'un des secrets les mieux gardés à mon sujet. Je suis une besogneuse. Parfois, il m'arrive de penser que je n'ai aucun talent. Pourquoi est-ce que Cléo et toi aussi, visiblement, vous opposez le travail au talent ? Le talent, c'est 10% d'une carrière, en vrai. Oui, c'est 10%, pas 80%. Ouais. Mais du coup, pourquoi le travail, évidemment que le travail, tu vas avoir beaucoup plus de résultats que juste le talent. Parce que tu trouves pas qu'il y a un peu un mythe de l'écrivain talentueux ? Si, mais c'est un mythe. Oui, voilà. Bon, on est tous d'accord. Okay. Toi, c'était très clair dans ta tête, mais tu vois, il y a un côté même en cours. Ah non, mais elle est trop forte. Mais en fait, elle est pas trop forte. Elle est HPI. c'est qu'elle cravache. Ouais. Et je crois aussi beaucoup à la discipline, mais aussi au plaisir. Et on en revient à ça, c'est que m'enfermer dans une bibliothèque pendant ma prépa pour réviser mes concours, j'étais très très contente d'y aller. Je traînais pas la patte. Mon vrai plaisir, c'est que je sortais de Fénelon et je passais devant un Gilbert Joseph qui a fermé. Et désormais, c'est un Sephora. Oh. C'est une enseigne qui vend des livres ou de la papeterie. Et là, c'était le Gilbert Papeterie. J'allais au sous-sol et donc je m'achetais un petit stylo, un autre petit carnet, un petit post-it qui allait bien, qui était brillant, des mini-fiches dans des mini-classeurs. Enfin, bon, voilà. Et donc, j'allais m'acheter mes nouvelles gommettes dorées pour coller sur mes petites fiches. Et après, je remontais le boulevard Saint-Michel. J'allais à la bibliothèque à la BSG près du Panthéon. Et là, je travaillais jusqu'à la fermeture à 22h. Mais j'étais pas en train de pleurer des larmes de sang. J'étais quand même très, très, très contente. Ah ouais. Et donc aussi, c'est trouver de la joie dans ce que tu fais. Je l'aurais jamais pu le faire si ça me plaisait pas. Et le roman, c'est la même chose. Évidemment, je retravaille comme une acharnée chaque mot de mon manuscrit. Mais je le fais pas en pleurant. Je me dis, chouette, je vais m'y remettre. Alors, et tu sais, j'ai essayé de maintenir, je sais pas comment tu t'y prends toi, mais un semblant de vie équilibrée avec des week-ends qui sont un peu sanctuarisés et de pas trop travailler le soir et d'essayer d'avoir une vie un peu normale. Et donc, je vais essayer de me forcer pendant Célèbre. J'ai pas toujours réussi, mais à ne pas travailler le week-end. Et quand j'y arrivais, mais mon manuscrit me manquait. Et le dimanche soir, j'avais des petits papillons dans le ventre. Wow. Et je me disais, oh là là, vivement demain matin. Le dimanche soir, j'étais pressée d'aller me coucher. Et le lundi matin, c'était maintenant. Et je reprenais mon manuscrit. Ouais, ok. Et donc, il y a du plaisir aussi. C'est trop fou. C'est fou, c'est bizarre. Ouais, t'as l'air amoureuse. Ouais. Est-ce que t'aimes plus écrire que les gens ? Souvent, oui. J'essayais de penser à des gens dans ma tête. Non, il y a des gens que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup écrire. J'aime vraiment beaucoup ça. Mais il y a des moments très difficiles. C'était quoi le moment le plus difficile pour l'écriture ? Je me souviens d'un moment. En fait, il y a toujours un moment où, au début, j'ai un texte, mais pas un roman. Parce qu'en fait, je me mets à écrire, j'écris beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'ai genre 300 pages Word dans un bazar immense. Alors que au final, ça en fait combien ? Ça fait 500 pages, mais il est écrit gros, les Word, aminés. Oui, c'est ça.
200. Oui, 200, 300. Enfin, c'est assez court, n'ayez pas peur. Il est très court, il est très court. Oui, il y a des énormes marges chez Iconoclast. Ça fait trop plaisir. Pour les gens qui aiment pas trop lire, allez-y. Ouais, c'est ça. Non, non, vraiment, il est très court. Il se lit en une demi-heure, tu sais. Toujours mais moi, alors j'ai remarqué, il y a plein de gens qui, que ce soit pour le mien ou pour le tien, ou même souvent, de manière générale, les livres, les gens qui disent, moi, je l'ai lu en 3 heures, mais je me dis, mais comment ça tu l'as lu? J'ai l'impression, je crois que tu as sauté des chapitres. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'être méga lente en fait quand je lis. Ou... Non, tu lis toutes les pages. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est vrai. Donc j'écris beaucoup, et ensuite j'organise, je me demande où est le début, où est la fin, quelle est la structure, etc. Et je me souviens notamment c'est assez plaisant parce que j'écris, j'ai plein d'idées. Oh, il y a une scène avec un clip. Oh ouais, il y a une scène où elle serait en studio. Oh, puis il y aura une scène avec un bain de foule. Oh, puis aussi on pourrait faire une scène. Et donc là, j'écris, mais c'est pas un roman, quoi. C'est une compilation de scènes sur la célébrité. Et il y a un moment, on est aux alentours des ponts de Mai, tu vois. Et je pars à Saint-Malo avec mon mec en week-end. Et là, je parle un petit peu à l'Iconoclast et ils me disent envoie-nous des choses, tu vois, si tu veux nous faire lire. Et je me rends compte que j'ai rien à leur envoyer. Je leur dis mais en fait, j'ai beaucoup de choses, mais j'ai rien à vous faire lire parce que c'est plus un gros document illisible. Ils me disent écoute, tiens-nous au courant. Et là, je commence à... Attends, donc tu viens de dire j'avais rien à leur envoyer alors que tu avais 300 pages, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Parce que j'avais rien qui ressemble à un récit avec un début, milieu, fin. C'était des bouts, des notes, des idées sur 3 lignes, parfois sur une page, mais il n'y avait pas de début, de milieu, de fin, il n'y avait pas de personnage qui revenait. Enfin, c'était... Ah oui, il n'y avait même pas encore Cléo. Si, il y avait Cléo, mais c'était, je ne sais pas comment dire, c'était un brouillon, en fait. Un gros brouillon. Mais un espèce de tas informe. Il n'y avait pas l'île, notamment. Il y avait un peu, mais il n'y avait pas cette structure. Il y avait pas l'île qui est là où démarre l'histoire et où elle revient régulièrement dans... Qui n'est pas la ville de Lille, d'ailleurs. Oui, non. D'ailleurs, j'y ai pensé en disant c'est beaucoup moins romanesque. Tout commence à Lille, à la braderie. Pas du tout. Écoute, l'histoire n'est pas la même, en effet. Non, quand tu l'as dit, j'étais en mode... Oui, non, c'est pas ça. Enfin, oui, sur une île déserte. En fait, ça commence, elle est sur une île déserte au milieu de l'océan Pacifique, seule sur une île, loin des paparazzis, où elle se paye des vacances à $500,000 pour un peu couper des sollicitations. Et évidemment, elle en profite pour repenser à toute sa vie, et donc on replonge dans son passé. Et donc ça, c'est le point de départ de l'histoire. Mais ça, je l'avais pas vraiment. J'avais des passages sur l'île, mais c'était pas vraiment structuré. Et donc, pour parler d'un moment difficile... Là, j'ai j'ai un sentiment d'angoisse qui monte en disant j'écris, mais je n'ai pas de roman, ce n'est pas un roman. Et donc là, la crise d'angoisse, donc on sort avec mon mec dans Saint-Malo, et j'avais sur mon téléphone mon manuscrit, et je lisais des extraits, et j'étais en mode mais ça ne va nulle part, c'est pas un livre. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année ? En fait, j'ai juste... écrit, mais ça ne vaut rien, c'est nul. Et donc là, je commence à paniquer, et je pense, je sais pas combien de kilomètres on a marché, on va jusqu'au bout de Saint-Malo, sur le long de la baie, et on marche, on fait le tour, et on revient, et j'étais en boucle, mais comme une zinzin. Et mais est-ce que il faut voir la scène, tu lui parlais à ton mec ou est-ce que t'étais que dans ta tête ? Je parlais à voix haute, mais un peu toute seule, en fait, avec les larmes qui montaient, et j'étais en mode j'ai rien. Et il était là, non, calme-toi, t'as pas rien et tout. Il lisait et il était là, oui, c'est vrai que ça va nulle part. Non, mais avec joie et amour, et je l'embrasse. Mais il voyait mon problème. C'était pas juste moi qui paniquais, et donc il faisait défiler mon document. Et en fait, c'était notamment toute la première partie, c'était oui, il y a une scène de défilé de mode avec ses copines, et en fait, moi, je veux devenir célèbre. Et puis, il y a une scène à l'école où, en fait, elle chante devant sa classe et elle veut devenir célèbre. Et puis, il y a une scène, elle est au cours de danse, et en fait, elle veut devenir célèbre. Et en fait, dans le livre, maintenant, il n'y a plus qu'une scène que j'ai gardé de tout ça. Les 3 disaient mais la à même l'époque, chose. il y en avait 20. Et donc, en fait, il y avait 20 scènes qui racontaient exactement la même chose. Et donc, on défilait le document, et je voyais juste, en fait, 20 fois les mêmes scènes dans d'autres, tu changes le décor, tu vois. Et donc, mon problème était quand même bien réel. Et il me dit, ah oui, effectivement, c'est... Enfin, il dit, je vois ton problème. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Et donc là, il y avait vraiment des moments en disant, mais comment je vais me sortir de là ? Et c'était vraiment très, très, très angoissant. Et c'est là où je me suis dit, OK, il faut que je repense à ma structure. J'ai repris mon document. J'ai dit, il y a 3 parties, la foi, l'ascension, la gloire. Donc, tous ces chapitres, tu vas les trier.
Est-ce qu'on est en première partie, deuxième partie, troisième partie? Tu vas écrire la fin. J'ai écrit la fin. J'ai réécrit la le fin d'abord. Exactement. Sur les conseils de mon cher et tendre que j'embrasse. Et il me dit, mais en fait, ton problème, c'est que t'es en boucle parce que tu sais pas où tu vas. Et je me dis, mais oui, mais la fin, on verra plus tard. C'était pas... Ah ouais, t'es comme ça, toi? Bah, pour mon mari, j'avais pas la fin pendant hyper longtemps. Donc, l'idée de pas avoir la fin de Célèbre pendant hyper longtemps ne m'a pas du tout inquiétée. Je me disais, bon, on verra plus tard la fin. Et en fait, c'est vraiment important. C'est vrai. Mais oui, je me disais, non, mais c'est pas forcément besoin de savoir la fin. Mais en fait, je fais une petite fin ouverte. Mais oui, tu dis oui, et puis après, affaire à suivre. 3 petits points. Donc, on verra. On verra. Ouais. Et là, on verra. 3 petits points. Et donc, je me suis rendu compte que je savais pas où j'allais. Donc, j'ai réglé mes problèmes un peu un par un en disant, OK, t'as 3 documents avec 3 parties. Voici la fin. Voici le début. Réécris une scène qui se passe sur l'île, non pas la ville de Lille, sur l'île déserte, au milieu du roman. Voici sa structure. Et donc là, j'ai commencé à m'attaquer en fait à des problèmes de fond, mais tout ça pour dire que tout n'était pas que joie et papillon de retrouver mon manuscrit. Il y avait des moments de mais je n'y arriverai jamais. En fait, la célébrité m'intéresse. Je t'ai écrit 300 pages de ouais, et puis il se passerait ça, et puis ouais, et puis il pourrait se passer ça aussi. Ah, puis il y aurait aussi une scène où elle sera en concert, puis il y aurait aussi une scène avec un photographe. Ah ouais, puis il y aurait aussi une scène, tu vois, dans une file d'attente à l'infini, mais c'est pas un roman. Donc il y a eu des grands moments de remise en question. Mon problème, c'est que je n'ai jamais l'impression d'avoir suffisamment travaillé pour mériter une pause. Oh, tout de suite, on va chercher comme ça les citations. Oui, en plus, c'est une scène à la bibliothèque, des scènes que j'ai vécues. Il y a des gens qui parlent à la bibliothèque. Est-ce que tu as volé toutes leurs affaires comme elle le fait? Non. Non, je l'ai jamais fait. Mais c'est vrai que quand j'arrivais à la bibliothèque, j'avais un radar dans les yeux. Donc, j'étais avec mon sac et je regardais les tables. Et si des gens avaient l'air d'être assis en groupe, je m'y asseyais pas. J'essayais de viser des tables avec que des gens seuls. S'il y avait des gens qui avaient l'air de manger, j'y allais pas. S'il y avait des gens qui avaient l'air d'avoir un ordinateur qui fait des bruits de touches importants, j'y allais pas. Donc, je choisissais ma table avec précaution. Et c'est drôle parce que Laurent Beccaria, donc le directeur de l'Iconoclaste, il a lu Célèbre et il dit mais tellement fort ce manuscrit, c'était avant de le publier, notamment la scène de la bibliothèque, on s'y reconnaît tous. Et là j'ai dit bah oui, c'est vrai que moi ça me saoule quand les gens parlent. Et là il fait non, mais je voulais dire l'inverse, le fait de rentrer à la bibliothèque pour travailler 17 minutes et repartir. Et j'ai dit ah oui, mince. Ah oui, bah oui. Ce moment de quiproquo, il dit mais on s'y reconnaît tous à la scène de... Donc il y a une scène dans le roman où elle va à la bibliothèque et elle y va pour travailler, il y a des gens qui discutent et ça la met hors d'elle. Elle dit mais taisez-vous, on est dans une bibliothèque. Et donc Laurent me disait bah oui, on l'a tous fait d'aller en bibliothèque, mais finalement de faire que discuter et de partir au bout d'1 heure. Et il y a eu un petit quiproquo. Écoute, l'important c'est que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve d'un côté comme de l'autre. Toi, t'as ce truc d'avoir du mal à faire des pauses. Bah toi, il y a le plaisir fou qui joue aussi, mais est-ce que des fois t'es en mode j'ai pas assez bossé, c'est pas assez, c'est pas... C'est l'histoire de ma vie. Je suis incapable de prendre des vacances. Mais c'est un vrai problème. Le concept de vacances est très compliqué pour moi, je sais pas quoi faire. Même quand t'écris pas. Ah oui, donc c'est vraiment que tu sais pas quoi faire. En fait, je sais même, il y a rien qui me fait vraiment envie, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Là, j'ai pas eu de vacances cet été parce que j'ai animé une émission sur France Inter tout l'été. Et donc avec la page abandonnée. Tout à fait. Et donc ça a un peu réglé le problème de ces vacances d'été qui n'existaient pas. Et donc mon mec me dit bah on va quand même prendre des vacances à la Toussaint, puis en plus tu auras enchaîné 2 mois de promo. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Bah, je sais pas. Et en fait, faire des pauses, partir en vacances, pas travailler, ouais, c'est très compliqué. Je sais pas, c'est compliqué, hein. Mais c'est pas bien. Hein. Ah ben non, c'est pas bien. C'est nul. Tu sais faire, toi? T'es forte pour les vacances? Non, moi je suis très nulle pour ça. En fait, moi j'ai zéro juste milieu. Soit je vais quelque part et je bosse, soit me parler même pas. Et il y a pas de on va faire les courses pour manger. Non. Tout ce qui implique de ne pas être couché sur un transat, c'est non. Donc j'ai zéro juste milieu. Mais donc tu sais être couché sur un transat et prendre des vacances et bronzer. Ça m'est arrivé une fois l'an dernier. Oh, wow. Oh là là, mais faut pas nous mettre ensemble dans une pièce, ça va pas du tout, on se tire pas vers le haut quoi. Ah non, mais ça bien sûr. Non, mais vraiment j'ai fait ça 4 jours, c'était super. 4 jours. Ouais. Waouh. Ouais, mais sinon de manière générale, je trouve ça très dur et même des fois, j'essaye justement parce que j'ai remarqué que le travail c'était un gros problème dans ma vie parce que c'est un moyen de fuite excellent qui est très valorisé et donc voilà, j'ai tendance à tout planquer là-dedans et donc là j'essaie de me dire ok, tu travailles de telle heure à telle heure, après tu fais ce que tu veux. Malheureusement. Et là tu regardes le mur quoi. Ouais, je ne sais pas ce que j'aime faire. Je ne sais. En fait, travailler. Tous les autres trucs que j'aime faire.
c'est que des moyens de fuite. C'est que lire des romans parce que c'est pas ma vie. C'est que boire des coups parce que t'es sous. C'est que des fuites. Et il y a pas de truc qui m'amuse. Regarder un film, je prends mon téléphone au bout de 4 secondes. Je n'ai plus, je ne sais pas ce que j'aime dans la vie en vrai, à part travailler. Je vais pas te sortir de là parce que non, c'est très compliqué aussi de faire un travail que t'aimes. En fait, j'aime bien l'idée de pas être dans un travail où j'attends avec impatience ma semaine de vacances ou le week-end. Mais l'extrême inverse est pas sain non plus. Et le problème, c'est que cette phrase va pas être OK. Le problème, c'est que je ne peux pas travailler tout le temps, notamment parce que là, j'ai pas encore commencé mon 3e roman parce que je ne sais pas sur quoi je vais l'écrire. Et donc, en fait, de fait, je ne travaille pas. Mais je pourrais me dire, tant mieux, c'est un moment de pause. Mais bien sûr que si tu travailles, tu fais de la promo. Oui, mais c'est pas... Ça fait partie du job. Ça fait partie du job. Tu l'as dit toi-même. Je l'ai dit, mais ça me m'occupe pas à plein temps. Donc, il y a quand même des moments où je ne fais rien et j'arrive pas du tout. Donc, c'est même pas comme si j'arrivais à travailler tout le temps parce que, comme je te dis, je suis en mode peu mais bien. Donc, c'est pas comme si je me disais, OK, j'ai peur du vide, donc j'accepte 42 projets. Je suis pas du tout la fille super débordée qui, parce qu'elle a peur du vide, dit OK, donc je vais travailler sur ce projet de série et puis sur ce livre et puis sur ci et puis sur ça. Ah, puis je vais faire cette traduction, etc. Donc, en fait, je fais le vide dans ma vie, mais j'arrive pas non plus à me dire OK, tu as bien travaillé. C'est exactement l'extrait que tu as lu. OK, tu as bien travaillé. Maintenant, pendant 1 mois, tu peux juste aller faire des balades en forêt et bouquiner, regarder des séries et c'est OK. Et ça me pose vraiment la question, quand est-ce que c'est OK de pas travailler ? Et donc, de fait, je ne travaille pas, c'est juste que je culpabilise. Et je me dis, c'est nul. Donc, c'est pas comme si je travaillais tout le temps, je ne travaille pas tout le temps, c'est pas vrai. Mais quand je travaille pas, j'arrive même pas à en profiter, à me dire, c'est bien. Et je me dis, voilà, j'ai gâché. Tu vois, j'ai pu utiliser pour bosser sur un truc. Ouais, et puis surtout, j'ai regardé des séries sur Netflix, c'est nul, je suis une merde. Top. Super. Mais il y a pas des séries qui te stimulent, ou des films ou des trucs qui te stimulent où tu te dis là, j'ai quand même un peu bossé en nourrissant mon cerveau, quoi. Un petit peu parfois, mais pas toujours. Oui, non. La dernière saison de Emily in Paris. D'accord. Je suis pas hyper sûre que ça m'ait nourri, mon œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai jamais vu, mais il paraît. Il paraît, ouais. Mais je pourrais me dire, si j'étais une personne équilibrée et saine, tu as bien travaillé cette semaine, tu as fait beaucoup de promos, tu as le droit d'être dans ton canapé et de regarder un épisode d'Emily in Paris. Mais non, vrai, je n'y arrive pas à me le dire, c'est OK. En vrai, profite de ta série. C'est quand même utile de regarder des choses qui fonctionnent, pour se demander qu'est-ce que les gens aiment. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant de voir, OK, actuellement, à cette époque-ci, qu'est-ce qui nourrit les gens, qu'est-ce qui leur procure du fun, quoi. Bien sûr, et c'est là où en plus mon cerveau disjoncte, c'est parce que je perdais du temps sur YouTube à regarder des vidéos sur Justin Bieber que j'ai écrit Célèbre. Donc parfois, au moment où tu as l'impression de perdre le plus profondément ton temps, c'est là où ça a donné un roman. Mais donc peut-être que mon prochain roman sera sur Emily in Paris. Et là, on se dira, voilà, c'était pas du temps perdu. J'étais sûre j'avais un extrait là-dessus. Il est aussi important de prendre son temps que de le perdre. Oui. Ce ne sont pas des heures perdues, ce sont des heures pleines, lucratives même. Je suis en train de construire la personne que je suis en train d'être, c'est ça? Tu me fais peur. Pourquoi? À connaître ton roman par cœur. Non, c'est pas exactement. Tu peux le lire, c'était pas parfait dans les termes. Du coup, t'arrives pas à te dire que s'ennuyer, c'est important? J'essaie de me le dire, mais c'est encore difficile. Peut-être au bout du 3e ou 4e roman, quand ça sera devenu... Tu vois, quand j'aurais trouvé un équilibre en me disant, OK, je sors un roman tous les 2 ou 3 ans. Il y a forcément des moments de creux. C'est normal de pas enchaîner. En tout cas, c'est pas mon rythme. Et quand un rythme se sera créé, je pense que je serai beaucoup plus à l'aise avec cette idée. Pour l'instant, je tâtonne aussi. J'étais salariée, maintenant j'écris. Est-ce que ça va pouvoir durer ? Comment ça va se passer ? Tu vois, il y a aussi beaucoup de doutes. Je pense, par exemple, ce week-end, j'étais à Nancy en festival et j'ai passé du temps avec Cécile Coulon, qui est une autrice super et qu'on adore, exactement. Et elle, ça fait des années qu'elle publie. Tu vois, je pense qu'elle a écrit au moins quasiment 10, chaque année. Tu vois, livres. Et donc, j'aime bien parler en son nom, elle a absolument rien demandé.
Mais effectivement, je pense que ses doutes sont différents des miens parce que elle est plus habituée à dire bah oui, là je suis en jachère sur tel roman, je vais l'écrire à tel moment. Après, ça me fera une pause de tant de mois avant sa parution. Puis je vais travailler sur la poésie. Puis je vais travailler sur d'autres projets. Il y a quelque chose de plus installé dans un rythme où quand elle a une pause de 3 mois, je pense pas qu'elle soit en crise existentielle de tout va s'écrouler, tout va s'arrêter pour moi, j'ai raté ma vie. Donc peut-être qu'un jour, j'aurai la sérénité de Cécile Coulon. Peut-être un jour. C'est l'objectif qu'on a tous. C'est l'objectif qu'on a tous. La célébrité rend fou et il faut être fou pour vouloir être célèbre. Tu le penses, ça ? Oui, c'était une manière de contourner le problème. Tu sais, dans les romans, on te demande toujours... tu peux avoir la tentation de donner une explication psychologique. De dire ah bah oui, en fait les gens qui veulent être célèbres c'est forcément des gens ta maman t'a pas assez pris dans les bras, t'as une faille narcissique donc tu veux être célèbre. Et je me méfie toujours de ces explications. Et donc dans cette phrase c'est la célébrité rend fou. Donc je pense que tu prends quelqu'un de sain, il devient complètement fou et il faut être fou pour devenir célèbre. Donc dans cette phrase en fait je dis la même chose et son contraire, manière de dire en fait j'en sais trop rien. Est-ce qu'il faut être fou pour vouloir être célèbre ? Est-ce que la célébrité, parce que ça change complètement la manière dont on s'adresse à toi, est-ce que c'est ça qui rend complètement fou ? Chacun va pouvoir, tu vois, lire un peu son explication. Et tu penses que... Enfin, moi, cette phrase, elle m'a beaucoup marquée parce que je la trouve extrêmement vraie, que la célébrité n'est pas une victoire, c'est une vengeance. Ah bah oui. La célébrité n'est pas une victoire, c'est une vengeance. Oui, parce que... Et encore une fois, ça fait partie de ces petits indices que je mets dans le livre et chacun va pouvoir aller les prendre sans que je dise voilà la seule solution. Cléo, elle voulait être célèbre parce qu'elle s'est fait victimiser par sa meilleure amie d'enfance qui l'a surnommée Cléo et qui était plus jolie qu'elle et qui avait des plus beaux cheveux qu'elle. Cléo, c'est trop mignon. C'est trop mignon, Cléo, mais elle aimait pas. Et je me méfie de cette explication à sens unique de parce qu'elle a été harcelée enfant. Donc, et en plus c'était même pas vraiment du harcèlement, tu vois. Est-ce que ça explique ça ? Et en même temps, dans tous les discours de gens qui rêvaient d'être célèbres, on sent un peu ces bribes de, il y a une vengeance. Ouais, j'avais envie que les gens avec qui j'ai grandi, tu vois, me reconnaissent et sachent que je suis géniale. Et je pense notamment à une interview de Pierre Demar, tu sais, le chanteur, et il disait dans un podcast, au fond, la reconnaissance, je m'en fiche un peu que les gens du milieu pensent que j'ai réussi. En vrai de vrai, si je suis honnête, je veux que les gens avec qui j'étais en primaire pensent que j'ai réussi. Et je me suis dit, mais c'est tellement plein de justesse, auprès de qui finalement t'attends ta reconnaissance. C'est peut-être pas les victoires de la musique, c'est l'école primaire, Saint-Exupéry, quoi. Justin Dumaret. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Donc c'est plein de choses que j'ai attrapées dans des interviews et que je mets ici et là. Et en même temps, je me méfie de mettre qu'une seule explication. Ça, c'est le lecteur qui va trouver son explication. Notamment un lecteur en dédicace qui me dit « J'ai lu votre livre, j'ai tout compris, hein. Le problème, c'est la mère. » Bah, évidemment, sa mère ne dit jamais à Cléo qu'elle est fière d'elle. Non, mais c'est vraiment... Moi, je suis psychanalyste, d'ailleurs. Et voilà, et c'est vraiment le rapport à la mère. Mais c'est symptomatique. Hein. Ce que vous décrivez, c'est vraiment les gens qui veulent devenir célèbres, c'est la mère. Et là, on le voit dans votre roman. Mais c'est une démonstration parfaite. Et je me disais, mais ah bon, enfin, elle est quand même... Ah bon, mais non. Ah bon. Je me disais, c'est une drôle de lecture, mais c'est effectivement, si j'ai bien travaillé en tant que romancière, j'ai mis assez de trous et d'ambiguïté dans mon livre pour que chacun puisse dire, non, mais c'est la mère. Mais non, c'est la vengeance de la meilleure amie d'enfance. Non, mais pas du tout. C'est psychologique. C'est parce que c'est une sociopathe à la naissance. Ou d'autres qui disent, mais non, elle était plus ou moins normale. On a tous rêvé de célébrité. C'est plus tard que la célébrité rend fou. Et chacun peut se saisir de ça. Est-ce que les écrivains, c'est pareil ? Genre, il y a Myriam Leroy qui a sorti une chronique il y a quelques jours où elle dit cette phrase que je trouve très marrante, c'est « Les écrivains sont juste des gens qui ont un traitement de texte, un éditeur et un traumatisme. » Alors, j'aime bien l'idée de cette économie de moyens. C'est vrai qu'au fond, on n'a qu'un traitement de texte, un éditeur et un traumatisme. Je sais pas. Parce qu'avec un traumatisme, on peut faire plein de choses, hein, et pas forcément de la littérature. Non, mais si on applique ça qu'aux écrivains... Ça veut dire qu'on a tous des gros traumas ? Peut-être pas des traumas, mais en tout cas, il y a une faille. Tu vois, quelque part, il y a eu un trou, quoi.
Mais en même temps, évidemment, si j'étais une personne sensée, équilibrée, j'aurais pas besoin d'écrire des livres pour me sentir complète. J'aurais pas besoin d'avoir la validation de lecteurs. Globalement, d'Oprah, qu'on embrasse. Je me contenterais de me dire, mon mec m'aime, mes parents m'apprécient et j'ai 3 amis. Et en fait, mon monde est complet. Comme la plupart des gens. Et c'est déjà beaucoup, tu vois. Et effectivement, avoir besoin de cette validation à cette échelle, vouloir que mon éditeur me dise c'est bien, que les lecteurs me disent c'est bien, vouloir être lu. Effectivement, déjà, il y a quelque chose qui va pas. Et déjà, je suis moins zinzin que certaines. Moi, déjà, je monte pas sur scène. J'ai pas besoin. Moi, je veux qu'ils m'aiment directement. Je veux les voir. Je veux voir leur visage. Moi, je veux voir l'amour dans leurs yeux. Moi, ça va. Mais tu vois, mais c'est vrai que j'ai écouté beaucoup d'interviews d'acteurs, d'actrices, d'humoristes en écrivant célèbres qui racontent leur rapport à la scène et qui disent, mais oui, dans le fond, il y a quand même quelque chose qui va pas, de devoir monter sur scène, que tout le monde se taise et rit à mes blagues ou me regarde avec amour. C'est quand même complètement moi, je trouve que les fou. gens qui disent la phrase « j'ai besoin de la scène », vous êtes des immenses zinzins. T'as pas besoin de la scène? Mais pas du tout. J'aime bien. Ah. Mais j'ai zéro besoin de ça. Enfin, non. Déjà parce que c'est pas normal, c'est pas naturel, ça n'a pas de sens. Mais puis non, enfin, avoir besoin de ça, je trouve ça terrible. C'est un appel à l'aide en vrai. T'es la moins zinzin des zinzins. Les failles sont ailleurs. Les failles sont ailleurs. T'avais un journal quotidien quand t'étais à New York? Oui. Comment tu sais? Je raconte trop ma vie en interview. Je sais plus. Et là, tu vas citer un extrait. Eh oui, je l'ai récupéré. 4 janvier 2015. Moi, j'ai toujours, j'aurais beaucoup aimé, parce que vraiment toutes mes psys m'ont conseillé d'écrire tous les jours. Ça n'a jamais fonctionné, parce que déjà j'ai pas du tout assez de choses à dire, même à moi-même. T'écris quoi quand t'écris tous les jours, alors que c'est pas un but de littérature, quoi? Je raconte ma journée, je raconte ce que j'ai fait au petit déjeuner, et en fait, je le vois vraiment comme un moyen de sauver des instants de l'oubli. Et c'est vrai que mes carnets, je peux en parler avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire que je retrouve un carnet. J'ai beaucoup tenu carnet à New York. Là, j'ai vraiment une trace quasiment quotidienne de ce que je faisais. T'étais en stage, du coup? Non, j'étais en échange pendant 1 an à l'Université de Columbia. Et donc, j'étais étudiante et j'avais du temps. Et donc là, j'écrivais vraiment tous les jours. Mais à toutes les périodes de ma vie, j'ai des carnets plus ou moins bien tenus. Et en fait, ils sont tous stockés au même endroit, de pouvoir ouvrir un carnet, d'ouvrir la page. Et là, de savoir ce que t'as mangé. Mais oui, non mais franchement, tu ris, mais bien sûr. Et j'ouvre et là, je me dis, et là, je viens de rentrer du collège, ma maman vient d'arriver, elle nous fait un thé à toutes les deux et elle a ramené une brioche de la boulangerie. Elle me raconte que hier soir, elle allait au cinéma avec papa et moi, je raconte mon contrôle de maths. Et en fait, ce qui est complètement fou, c'est que c'est comme si j'y étais. En relisant ces phrases, je suis dans cette cuisine, je vois cette conversation, je peux limite sentir le goût de cette brioche. Et c'est une machine à remonter le temps. Et donc, je prends les exemples du cinéma ou de la brioche, parce que plus je mets des détails sur ce que je faisais, sur ce que je mangeais, plus cette scène, elle est sauvée pour toujours de l'oubli et je m'en souviendrai toujours. En tout cas, dès que j'ouvrirai le carnet, je revivrai la scène. Mais je trouve que c'est un pouvoir T'as peur d'oublier les choses? Non, pas particulièrement, mais c'est plus comme si on m'avait donné, tu vois, une baguette magique avec un pouvoir de machine à remonter le temps. T'es là, bah ouais, je vais l'utiliser. Enfin, c'est complètement fou. Et de savoir que si je ne l'écris pas, ça tombera dans l'oubli. Et donc, c'est plutôt les petites choses que je vais sauver de l'oubli. Et des fois, je vis des moments assez beaux et je les écris juste en me disant, ça, j'ai pas le temps parce que j'ai des choses à faire, mais je voudrais juste sauver ça de l'oubli. Et ça va être un minuscule détail d'un retour de collège quand j'avais 14 ans. Et je me dis, bah, ça n'a pas disparu. Mais alors que sinon, ça serait tombé dans les limbes. Qui se souvient d'un goûter, tu vois, le 4 mars, quand il était en 4e, avec sa mère? Personne. Et donc, je trouve ça, mais complètement fascinant et complètement génial. Et ce pouvoir de l'écriture me fascine. Je t'incite, comme t'es psy, à tenir des carnets. Mais moi, c'est moins dans un but de
Enfin, c'est plus un souci de mémoire, tu vois, et de sauver ces instants de l'oubli. Et tu sais, même dans tes relations amoureuses passées, enfin, moi, en tout cas, j'oublie beaucoup. C'est peut-être pour me protéger, on en revient à la boîte dans laquelle je mets ça, on n'y pense plus jamais, et on ferme la boîte. Mais je vais rouvrir un carnet et revivre une relation qui est terminée et qui, par définition, ne revivra plus jamais. Et là, t'ouvres et t'es en soirée avec ce mec et ça raconte, ah bah, on est allé dîner à tel endroit, on a fait ça, on a fait l'amour. Enfin, tu vois, et t'es là, et tu revois la scène. Alors que sinon, franchement, je me souviens pas vraiment des soirées avec mes ex. Toi, tu te souviens peut-être très bien. Non, pas du tout. Mais moi, j'ai tendance, une fois qu'une relation est finie, à oublier, mais d'un coup. Pareil. Ça n'existe plus. Et Pareil. c'est tragique. Mais du coup, j'ai eu un petit peu des carnets, mais j'écrivais plus des trucs importants, pas du tout des choses du quotidien. Et j'en ai relu un il y a quelques semaines où je parlais de genre une copine quand j'avais 20 ans. Et je me suis rendu compte que le problème que j'avais dans ma relation était exactement le même que celui que j'ai aujourd'hui. Et je me suis dit, mais putain, mais le problème, c'est moi. Et bien sûr. C'est redondant. Juste, je fonctionne comme ça en relation et ça ne marchera jamais. Et tu vois, il y a un truc d'en fait, je suis exactement la même. Je n'ai rien appris en 10 ans. Ça, c'est la deuxième chose qui est incroyable avec le carnet, c'est de lire des carnets que j'écrivais en 6e avec des phrases que je pourrais écrire aujourd'hui avec les mêmes problématiques. Donc là, c'est pas en 10 ans, c'est plus en 20 ans, mais tu n'as rien appris. Et je me dis, et en fait, la persistance du moi dans les carnets, je trouve ça mais complètement fascinant. Ah ouais, non, mais ne me lance pas sur le sujet, mais vraiment, c'est complètement fou. Te dire que tu te posais les mêmes questions, tu étais face aux mêmes doutes. Genre. Mais là, t'aurais dû m'envoyer un petit message avant pour me dire relis tes carnets. Je vais te lancer là-dessus. Tous les 42. Mais je me souviens, notamment en fait dans les relations amoureuses, mais à un moment, je pense que là, ça y est, j'ai passé un cap où j'ai arrêté de faire le même schéma. Mais je pense que j'ai fait le même schéma amoureux, mais pendant 15 ans, avec tous les mecs que je rencontrais. Et c'était toujours totalement nouveau dans mon regard, mais tout à fait exactement la même histoire. Et je relisais mes carnets en 6e, en 4e, en seconde, plus tard, à 20 ans, à 25 ans, la même histoire. Je l'aime beaucoup, je l'aime trop, mais je pense qu'il m'aime moins que moi, je l'aime. Coucou mon mari. Je l'ai pas dit. Et ça, sur tous les modes, avec les mêmes phrases. Mais c'est complètement dingue. Et un jour, parfois tu comprends. Un jour, t'es là, c'est ça mon schéma, et si je tentais une autre expérience? Ouais, en même temps, voir le problème, c'est pas le régler, quoi. C'est très dur de sortir d'un schéma alors que c'est tout ce que t'as connu, quoi. Non, c'est clairement, ça suffit pas, mais c'est déjà un bon point de départ. Au moins, tu vois les bourbiers. Tu sautes dedans, mais tu les vois. Franchement, sur 2-3 sujets, on en reparle dans 5 ans, je suis en mode, non, c'était le même schéma, je m'en rendais pas compte parce qu'il s'était un petit peu déguisé. Mais a priori, je pense quand même qu'on peut apprendre et que, tu vois, à force de te reprendre la même porte, il y a des moments où j'ai compris. Et j'ai fait, c'est cette porte-là. Je vais pas bien gérer la chose, mais je vais essayer de faire différemment. Et sur 2-3 sujets, j'ai l'impression de maintenant voir la porte et faire, non, je te reconnais, je ne vais pas le faire. Non, toi, t'apprends pas, t'y retournes. Mais moi, ouais, non. Mais en fait, vu que c'est fort espacé, en général, vu que c'est des relations plus longues, à chaque fois, j'y vais avec le même entrain à refaire les mêmes trucs où je ne mets aucune limite parce que sur le moment, je me dis, mais c'est une excellente idée. Eh ben non. Et c'est quoi les phrases que tu relis où tu dis, mais je n'ai rien appris? Ben moi, c'est l'inverse de ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que je me mets qu'avec des gens qui m'aiment plus que je les aime. On aurait pu être en couple. Ça aurait très bien fonctionné, cette histoire. Ça aurait été une évidence. Tu ne vois pas la porte. mais c'est différent. C'est différent cette fois. Ah oui, donc toi, c'était celle qui aime le moins. Mais je me mets avec des gens qui ont des attentes de l'amour. Et moi, je n'ai aucune attente de l'amour parce que je n'ai jamais vu de relation qui fonctionne. Et du coup, je suis en mode, mais ça va s'arrêter. Pourquoi tu t'acharnes, tu vois? Ouais, non, c'est donc horrible. L'autre côté du miroir, il se passe ça. C'est incroyable. C'est ça qui se passe, n'hésite pas. Tu veux mes carnets? C'est clair, en mode, mais c'est-à-dire? Mais ça va pas se finir, on va être ensemble pour toujours, on va s'aimer. Mais oui, ma belle. Ok. Ouais, bah voilà. Bah oui. Et bah voilà. Top. On parle souvent du deuxième roman, c'est super dur, surtout quand le premier il a marché, mais le troisième, c'est encore un autre délire.
étant donné que je crois que c'est un truc que tu as cité en interview, mais j'avais entendu un musicien le dire aussi, c'est que la première œuvre, c'est un point, la deuxième, c'est une ligne, et le troisième, ça fait un triangle dont il est vachement dur de sortir par la suite. Parce que tu as créé, voilà, tu as les 3 jalons de ton univers, et après, c'est dur d'en sortir. Est-ce que toi, c'est un truc auquel tu penses ? Pas encore, bientôt je vais me poser la question, mais je me méfie un peu des... on m'avait tellement dit, mais tu sais, le premier roman, c'est le plus difficile, hein. Personne ne te connaît, personne t'attend, c'est très compétitif. Tu sais, les premiers romans, c'est très dur. Et là, le deuxième sort. Non, mais le deuxième roman, c'est le pire. Non, mais c'est horrible, parce que là, on t'attend au tournant, donc c'est le pire. En fait, c'est juste les gens, ils veulent casser ton optimisme. C'est ça. Et après, le troisième, ils vont dire, non, mais le deuxième, t'étais attendu au tournant. Donc, pour le meilleur et pour le pire, mais le troisième, tout le monde s'en fout. Parce que là, on t'a attendu au tournant, mais le troisième, tu fais partie du paysage. Ah, mais quatrième, c'est le pire. Parce qu'en fait, si au bout de 4 romans, t'es pas dans tel prix, t'es pas dans ci, t'es pas dans ça, ah ben c'est fini. Hein. En fait, je crois qu'il faut demander à Cécile Coulon. Ouais, c'est la seule qui a la réponse. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, déjà, je me méfie un peu de lequel est le plus dur et de ses discours toujours très positifs. Alors que si j'ai appris une chose, notamment dans les milieux artistiques et littéraires, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et que, tu vois, si on interrogeait Nicolas Mathieu sur son deuxième roman, je pense qu'il dirait ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu le prix Goncourt. Donc, oui, tu vois. Oui, ça arrive. Hein. Donc, en fait, il n'y a pas de règles. Et d'autres, Jean-Baptiste Andréa, son deuxième roman, a très peu marché, je crois. Et il a eu le prix Goncourt pour son 4e. Enfin, il n'y a tellement pas de règles. Tu peux avoir un très bon premier roman, le deuxième ne fonctionne pas, le troisième refonctionne, ou pas du tout, ou c'est une descente aux enfers, ou c'est de mieux en mieux. Enfin, il y a pas de règles. Donc déjà, c'est ce que j'essaie de me dire, qu'en fait, chacun crée un peu son espace et son mode de fonctionnement, et notamment dans la littérature, je me dis que chacun a un peu sa cuisine. Tu vois, je pense souvent à Amélie Nothomb qui sort un livre par an. Elle a trouvé son rythme, ça sera des livres assez courts, ça sera un livre par an, ça fonctionnera de telle manière. D'autres qui vont dire, moi, ça va être un livre tous les 10 ans, mais des livres très longs, et je préfère créer l'attente. D'autres qui, tu vois, ont un autre modèle. Donc chacun, en fait, crée un peu sa cuisine. Et après, ce que tu dis sur l'espace, c'est vrai que je suis très curieuse de voir à quoi va ressembler ce 3e livre que je n'ai pas du tout écrit, parce que déjà en écrivant le 2e, je vois les similarités et ça construit très humblement, mais une œuvre, tu vois les points communs. Et j'aurais pu me dire après Mon mari que moi l'amour c'est une des questions qui me fascine le plus. J'aurais pu réécrire un livre sur le couple et on se serait dit le point commun c'est l'amour. Une exploration du sentiment amoureux. Là, dans Célèbre, en fait, c'est pas du tout le centre du livre. Et donc, le point commun, c'est plutôt cette personnage obsessionnel à la première personne. Donc, c'est ce jeu. Et le 3e apportera encore des réponses. Est-ce que ça sera encore une femme qui dit jeu un peu problématique, où là on se dira en fait c'est vraiment les livres que j'écris et peut-être tant mieux, ou peut-être que ça sera encore une femme qui dit jeu mais pas du tout problématique, ou peut-être que ça sera un acteur omniscient mais on aura encore le thème de l'obsession. En fait j'en sais rien, mais je suis assez curieuse de découvrir ce que ça va donner. Tu sais qu'à un moment quelqu'un va te proposer un audiovisuel de faire un spin-off mais non, un crossover plutôt, où on met toutes ces meufs zinzin dans la même série. Les 3 vies en parallèle, et puis elles se retrouvent au même endroit à un moment. Vous l'aurez entendu ici en premier. C'est ça. Chapeau pointu, c'est moi qui l'ai dit d'abord. C'est vrai que je vois bien la scène où Cléo, l'héroïne de Célèbre, va à un dîner où il y a le mari dans Mon mari, et où l'héroïne de Mon mari craque total. Parce qu'elle est hyper jalouse de Cléo qui va draguer son mari. Et je vois bien comment la folie de mes personnages peut se rencontrer et faire un dîner. Elles vont se tuer. De la zanzinerie. C'est certain. C'est ça. Elles vont se tuer. Dernière question. Tu donnes des cours d'écriture, des fois. C'est quoi le conseil le plus important que tu donnes ? De s'amuser. D'écrire avec la joie et du fait que dans un roman, il n'y a aucun passage obligé. Ça, je l'ai appris à mes dépens. L'ellipse, cette chose merveilleuse dont j'ignorais beaucoup l'existence dans mes romans, où j'avais tendance à vouloir tout raconter. Si je veux raconter une scène en studio, elle prend sa voiture, elle arrive en studio, elle monte les escaliers, elle s'installe, elle sort sa gourde, elle commence à chanter. Puis, t'as vraiment toutes les étapes. Et en fait, une scène, tu peux la prendre n'importe quand. Elle peut être directement en train de chanter, ou elle peut avoir fini sa session d'enregistrement. Et donc, le conseil souvent que je donne, c'est écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Si une scène vous tombe des mains, où vous dites « faut vraiment que je raconte la rencontre de ces 2 personnages », oui, je suis obligée de raconter cette rencontre, parce qu'après, on va suivre leur histoire d'amour. Je leur dis « mais vous n'êtes pas du tout obligé de raconter leur rencontre. Tu peux la raconter en une ligne, où tu comprends comment ils se sont rencontrés, et tu as directement, la scène de leur mariage, si tu as envie. » Donc, aucun passage n'est obligé
Donc il faut écrire ce qu'on a envie d'écrire et se faire plaisir. Parce que si tu t'ennuies à écrire cette scène, vraisemblablement, je vais m'ennuyer à la lire. Donc un peu de joie et aucun passage obligé. Merci beaucoup, Maud. Merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Les 2 romans de Maud Ventura, Mon mari est célèbre, sont parus aux éditions de l'Iconoclaste et dispo dans toutes les librairies. Comme d'habitude, je mets en description plein de liens pour suivre Maud sur Instagram, pour vous abonner à ce podcast ou pour me suivre moi sur les réseaux. Prochain épisode dans 2 semaines. D'ici là, des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par l'incroyable, le magnifique, le sulfureux Maxime Wathieu.